Vous écoutez Altitude, un podcast propulsé par Grimpeuse. Il est présenté par Coralie Havas, journaliste, et Caroline Ciavallini, athlète professionnelle. C'est moi. Nous, on est deux copines qui partageons la même passion pour l'escalade et pour les sports de montagne en général. Et on croit toutes les deux fermement au pouvoir des moments passés en extérieur pour se transformer, puisque ça a été le cas pour nous. Alors, on trouvait ça bien dommage de ne pas partager avec vous les belles histoires qu'on a glanées au fil de nos rencontres et qui continuent de nous faire grandir. C'est pourquoi on a créé Altitude by Grimpeuse, un podcast où on va rencontrer ensemble des personnes, hommes et femmes, qui nous font rêver et qui ressemblent à la société de demain dont nous rêvons. Une société égalitaire, bienveillante et curieuse. Ce sont des athlètes de haut niveau, des amateurs profondément passionnés et des professionnels qui évoluent dans le monde outdoor. Toutes et tous ont un point commun, avoir su faire de la place et parfois beaucoup de place pour leur passion. Que ce soit l'escalade, la randonnée, l'alpinisme ou le trail. Bonne écoute. Aujourd'hui, c'est un épisode à deux. Caro passe du côté de la personne interviewée et moi, Coralie, je reste aux questions. Alors Caro, c'est la première personne avec qui j'ai vraiment créé des projets autour de ce qui me passionne et ce podcast en fait partie. Je trouve ça super chouette de faire ça avec des personnes qui comptent pour soi. Alors forcément, vous vous en doutez, ce n'est pas facile de l'interviewer. C'est d'ailleurs la première fois que je le fais. Je me suis vraiment creusé la tête pour que cet échange soit autant intéressant pour vous que pour moi. Alors c'est un subtil équilibre entre l'envie de vous la présenter, mais aussi de la découvrir un peu plus en lui posant des questions que je ne lui avais jamais posées jusqu'à présent. Plus facile à dire qu'à faire parce que Caro, ça fait 10 ans que je la connais. Mais bon, comme elle a fait des tonnes de trucs dans sa vie, entre les compétitions d'escalade, les expés, le lancement de Grimpeuse, de ce podcast aussi, sans parler de sa vie de maman, on a des tonnes de points à aborder. Alors Caro, t'es absolument pas au courant du contenu de ces questions. Et à vrai dire, ça fait vraiment tout bizarre de les avoir préparées toute seule. Parce qu'habituellement, on met en commun nos deux cerveaux. Et en fait, la seule chose que tu sais, c'est qu'on va parler de mental. Je sais pas trop comment cet épisode va s'appeler, peut-être dans la tête de Caro, grimpeuse professionnelle. Je trouve que ça sonne bien. Et j'ai choisi cet angle pour plusieurs raisons. Notamment parce que je trouve, en toute subjectivité bien sûr, que t'as genre un super pouvoir. Et je t'en ai déjà parlé, mais ce super pouvoir, c'est celui de nous montrer qu'il est possible d'aller vers ses rêves tout en étant épanouie et même heureuse. Avec toi, j'ai compris que le bonheur, c'était quelque chose qui se crée, qui se choisit. Bon, je t'avoue que je suis un petit peu timide à l'idée de te faire des éloges pendant des heures, et surtout que j'ai des tonnes de questions à te poser, donc je te propose de commencer si ça te va. Ça va. Très bien. Alors déjà, ma première question, c'est comment est-ce que tu te sens maintenant, au moment d'enregistrer cet épisode ? Bah, je crois que tu as insisté sur le fait que je suis vieille, donc j'ai un peu de bouteille, donc je suis pas du tout inquiète. Au pire, tu poseras des questions auxquelles je sais pas répondre, ce qui est pas grave. Quoi d'autre ? Là, dans ma journée, c'est le moment le plus relaxant. Donc ça va en fait. Ouais, c'est cool. On va essayer que ce soit vraiment le plus relaxant et qu'à la fin, tu changes pas d'avis. Alors, ma première question, elle est hyper large et je pense qu'elle risque même de bouleverser l'espèce de structure à laquelle j'ai pensé. Mais bon, je vais quand même la poser. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit, là, je suis à ma place ? Vous avez 4 heures. Je crois même qu'il y a plusieurs moments où je me suis dit ça quand même. Alors là, comme ça, il n'y a rien qui me sort de la tête, mais en fait, je pense que je me suis quand même pas si souvent dit la question inverse. Genre là, je suis pas du tout à ma place. Enfin, c'est pas une histoire d'arrogance, hein, mais Mais c'est finalement un privilège d'être à sa place. Une chance même. Pas un privilège, une chance de se dire... Je pense que je suis moins disruptive que toi, en fait. Je sais pas si mon mot est bien placé, mais... Ouais. J'ai pas évolué par gros à-coups. Même si finalement, à 40 ans, sur le long terme, il y a une grosse évolution, mais je sais pas. Voilà, ça commence par une question compliquée, là. Ouais, j'avoue. Mais j'étais fan de cette question. Parce que tu vois, genre, moi, si tu me reposes la question, j'ai un moment, genre, hyper précis où je sais, là, je fais OK. Parce que des fois, on peut avoir des doutes de est-ce que je suis vraiment à ma place ? Est-ce que je fais la bonne chose au bon moment avec les bonnes personnes ? Est-ce que je devrais pas aller dans une direction opposée ? Est-ce que, je sais pas, tout ce que je fais maintenant, c'est le fruit d'une construction sociale ? Est-ce que j'ai vraiment choisi ce que je fais ? Tu vois, moi, je me pose plein de questions comme ça. Oui, mais alors, je vais t'arrêter tout de suite. En fait,
je vois parfaitement cette errance de jeunesse, entre guillemets, que tout le monde a sur choisir sa trajectoire. Mais finalement, quand tu deviens un athlète de compète, en fait, tout le monde te pointe dans la direction, quoi. On est quand même dans une société qui, si tu as la chance d'être en grande réussite sportive, d'avoir la possibilité d'être une étoile du sport, et ben tout le monde te dit c'est parfait, tu vas dans la bonne direction, quoi. Et finalement, t'es tellement aussi concentré vers l'objectif, objectif les uns après les autres. T'as pas beaucoup de temps. Je pense que le seul moment où tu vas dire est-ce que je suis vraiment à ma place, c'est le jour où tu te prends une méga raclée, quoi. Mais du coup, si tu réussis, je pense que finalement, ça met assez longtemps à réfléchir. Est-ce que c'est vraiment, à quel point est-ce que c'est la trajectoire que j'ai choisie moi, et à quel point c'est une construction de la société autour de moi, quoi. Ok, cool. Je prends des notes. Après, moi, j'ai pas. Je sais que toi, tu te dis souvent, dans des moments importants, il y a ces petites épiphanies pour toi. Ouais, t'es en train de me retourner l'interview là. Mais moi, j'ai plutôt mes moments souvenirs, c'est plutôt en fait, c'est des moments où je me dis là, c'est du bonheur. Voilà. J'essaie plutôt de faire une collection de moments où là, c'est du bonheur. Ok. Bah, du coup, ça doit pas être si différent de là, je suis à ma place quand même, finalement. En fait, si j'abuse sur les définitions, en fait, la différence, moi, le bonheur, ça a été une obsession pendant hyper longtemps. Et la définition entre le bonheur, j'ai renoncé à ça, mais à la place, je cherche la joie. Et la différence entre les deux, c'est que le bonheur, c'est un état durable. Et la joie, c'est des petits pics. Et les petits pics, ils sont d'être plus forts que l'état durable. Et moi, je pense déjà, après, c'est une question de personnalité, mais moi, l'état durable, ça m'ennuie à un moment. Donc, du coup, peut-être qu'à un moment, l'état durable du bonheur, je dirais, ah, c'est trop bien. À un moment, je vais m'y habituer, je vais dire, ah, c'est naze. Mais donc, je préfère des petits shoots, tu vois, de joie. Bah là, du coup, je pense qu'on joue sur les mots. Moi, j'utilise pas les bons mots. Mais ouais, du coup, c'est ce que je voulais dire. C'est finalement, tu parles de ça. Mais pour moi, c'est plus que des moments de joie. En fait, le truc, je le dis tout le temps quand je fais une présentation. En fait, c'est des moments qui sont tellement puissants que quand je les évoque, en fait, ça me refait. Je dis tout le temps des petites bulles de champagne dans le cerveau, en fait. Ok. Tu vois, là bon, allez, je vais j'utilise très trop souvent ce moment-là. Putain, la première question, la fille, elle balance le fait qu'elle a fait un podium en Coupe du Monde. Bon, bref. T'inquiète, ça. C'était pas du tout ça La question 4, c'était le podium. T'inquiète, ça. Tout va bien. Bon, bref, il y a une fois où, la seule fois où je suis montée sur la plus haute marche d'un podium en Coupe du Monde, et ben, à chaque fois que je m'en rappelle, regarde, hop, voilà, j'ai des petites bulles dans le cerveau, là, juste de revisualiser. Et, en fait, j'ai vraiment fait des ancrages, en fait. Je suis sûre qu'un psychologue pourrait t'expliquer ce qui se passe. Je sais plus, je me rappelle d'une citation, le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur, et je suis pas du tout d'accord avec ça, en fait. Mais ça se voit, alors bon, il n'y a pas de vidéo, mais quand tu parlais de ça, tes yeux, ils ont changé, genre, ça pétille. Ça pétille. Ouais. Donc ouais, c'est fou. Et j'en ai quelques-uns comme ça, des moments, quoi. Mais est-ce que si tu les revis trop souvent, après ça pétille moins fort? Eh ben, tu pourrais t'attendre à ça. Mais là, je te prends. Ça, c'est mon moment le plus facile, puisque c'est celui que j'utilise tout le temps en présentation, même s'il y en a d'autres que je garde un peu plus pour moi. Et lui, j'ai beau l'utiliser tout le temps, ça marche tout le temps, quoi. C'est le réflexe de Pavlov, quoi. Ok. Je bave. Mais non, moi, je pétille du cerveau. J'aurais plein de questions à poser, mais ça va durer beaucoup trop longtemps. Alors, moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était quand, en gros, j'avais ce côté un peu geek de l'escalade. C'était en 2010, je crois, donc j'étais pas très grande. Et en fait, je cherchais sur Internet toutes les vidéos possibles d'escalade, en français puis en anglais. Il y en avait pas tant en 2010. Je crois que c'était 2010. Hein. Et en fait, je suis tombée sur la finale des championnats de France à Massy, qui est toujours en ligne sur YouTube. Je l'ai regardée il y a pas encore longtemps pour la montrer à Loulou d'ailleurs. C'était hyper drôle. Et donc en fait, juste pour raconter un peu ma vie, ce que je faisais, c'est que genre c'était donc les finales et j'ai noté les noms de tout le monde. Et après, je faisais des recherches individuelles sur les athlètes. C'était ça mon loisir. T'étais déjà journaliste, mais tu le savais pas encore, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Avec du recul, je me dis, ah, finalement, je travaillais. Et donc, du coup, en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois,
Enfin, j'ai dû la regarder, je sais pas, 4-5 fois cette compète. Et là, je suis incapable de citer le podium, tu vois. Genre, je sais que t'étais dedans et je suis incapable de savoir comment t'as fini. Moi, je sais, c'est Charlotte qui a gagné. Et moi, j'étais deuxième. On était sur pas grand-chose, à un mouvement en finale. Et j'ai aucune idée de qui était troisième. Ouais, ben moi, je peux pas t'aider là-dessus. Peut-être Flo. Je sais pas. Florence Pinet. Et donc, tout ça pour dire que si je me souvenais pas, si je me suis jamais souvenu du podium, c'est parce que je regardais d'autres trucs. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est, tu vois, les gestuels de chacun, les petits rituels avant. Est-ce que les gens, ils vont, je sais pas, tu vois, genre, toi, je crois que t'avais des couvre-chaussons, là. T'arrivais et t'enlevais ça. Du coup, des trucs un peu, tu vois, je me souviens pas du podium, mais je me souviens de ça. Et aussi, genre, la manière, la posture, tu vois, il y en a qui arrivaient relax et d'autres qui étaient moi, un je peu pense plus pas que j'arrivais relax. Non, justement, intense. C'est ma question. Je trouve que t'arrivais avec un mélange de détermination, de passion et en même temps de contrôle. Et je voulais savoir si c'était juste une façade, le contrôle, ou si c'était vraiment genre, t'étais en plein contrôle intérieur, émotionnel et tout, et t'étais là juste focus à 100%, ou t'avais quand même des petites émotions qui arrivaient et c'était pas aussi contrôlé que ce que ça en avait l'air. Bon, évidemment, tout ça, c'est un petit peu loin, 2010, mais je pense vraiment que j'étais dans le contrôle. En fait, j'ai énormément travaillé cette phase, justement, avec... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je faisais de la compète, j'avais un préparateur mental, qui est Olivier Guidy, et une kinésiologue, et que je voyais à peu près toutes les semaines, chacun des deux, quand même. Est-ce que tu peux dire ce que c'est une kinésiologue? Je sais pas. Alors, j'ai pas forcément... Désolée, mais je sais pas trop Alors, ce que c'est. de fait, Rebecca Hainaut, elle fait du neurotraining. C'est une espèce de variation sur la kinésiologie. Mais la façon dont moi je l'explique, c'est que j'avais besoin d'Olivier pour les choses que j'arrivais à verbaliser. Et j'avais besoin de Rebecca pour les émotions qui étaient, entre guillemets, stockées dans mon corps et que j'arrivais pas à verbaliser. Et en fait, la kinésiologie, tu poses des questions et en fait, tu testes des réflexes nerveux. C'est assez bizarre, hein, quand tu l'as jamais vu, ça, on dirait que c'est un truc de charlatan. Mais pour moi, ça marchait. Voilà. Et je pense que c'est énormément lié aussi à la personne, le fait que j'avais confiance à la personne. Et donc, en fait, je peux aussi aller beaucoup plus loin. Je me rappelle d'une conversation avec Steph Crovisier. Je crois qu'on était dans l'avion au retour d'une compète. Et je lui disais, mais comment tu fais pour pas être stressée avant? J'étais jeune, on était en catégorie jeune, et j'avais juste foiré j'avais quand même fait un podium, mais j'avais foiré une Coupe d'Europe jeune. Et je lui avais dit, mais comment tu fais pour pas réfléchir? Elle me dit, je sais pas, moi je réfléchis pas. Et je me dis, mais moi j'y arrive pas du tout à faire ça. Et en fait, il a fallu que je mette en place plein de choses pour contrôler mon cerveau, en fait. Et donc, j'avais tu vois, les protèges chaussons, c'était des La Sportiva, noir et jaune, je me rappelle parfaitement, avec un petit élastique jaune derrière. Je les ai eu sur toutes mes années de compète. Enfin, pas forcément le même modèle, je pouvais les perdre, j'étais pas si ordonnée que ça. Mais j'avais une fleur de bac, j'avais mon sac de compète, ma musique avec, à l'époque, c'est pas un Walkman ou je sais pas quoi. J'avais un ordre vraiment très très précis de pas d'échauffement parce que l'échauffement tu démarres 2 heures avant quand tu passes en compète, mais de rééchauffement de dernière minute. J'avais une séquence de gestes vraiment très précise, assez brutale, assez intimidante, je pense d'ailleurs pour d'autres personnes. Et j'avais toujours aussi une pensée ancrage pour me mettre à un moment, ça a évolué parce que des fois en fait ça arrêtait de marcher, il fallait que je trouve une nouvelle musique, il fallait que je trouve une nouvelle phrase d'ancrage, mais à un moment c'était I am a lion. Bon. Et en fait ça marchait quoi, du coup ça me mettait dans un état mental que je travaillais, en fait je travaillais même cette préparation des 5 dernières minutes à l'entraînement quand on faisait des simulations de compète, parce qu'en France on fait quand même, enfin en tout cas à mon époque on fait plein de simulations de compète. Et du coup je pense vraiment que d'un point de vue mon niveau mental il était quand même assez élevé. Je dis tout le temps que t'as ta machine physique et en fait l'objectif c'est d'arriver à 100% des capacités de ta machine physique, mais c'est extrêmement difficile. Enfin 100% c'est quasiment impossible. Il y a des gens qui disent passer à 100%. Pour moi, ça, c'est du flanc. Je suis une scientifique. Quand t'es à 100%, t'es au max. Point. Mais arriver le plus près possible, c'était vraiment un truc que je travaillais beaucoup. Et je pense que je m'en suis quand même... Ouais, voilà. C'était un de mes points forts parce que c'était clairement un point travaillé. Et si je peux
Je me rappelle être allée à Innsbruck et je m'étais entraînée pas mal avec les athlètes autrichiens. Et en fait, à l'entraînement, j'étais nulle par rapport à eux. Et j'optimisais mieux mon niveau. Intéressant. C'est cool, j'ai appris des trucs. Mais moi, c'est ce qui m'a toujours plu dans la compète, en fait. C'était c'était la machine mentale, quoi. Et donc, quand tu arrives au pied de ta voie à cette finale des championnats de France, tu es dans le total contrôle ou enfin, c'est vieux, mais généralement. Bah, bien évidemment, t'es pas à l'abri. En fait, t'es en total contrôle, mais devant une voie que tu connais pas, quand même. Hein. Donc, comment veux-tu contrôler de l'inconnu? Donc, bah, tu vois, dans la visualisation, je visualisais même les surprises. Donc, ça va être, bah, je sais pas. Normalement, c'était, t'apprends tous les mouvements par cœur. Des fois, t'as des variantes parce que t'es pas sûr d'une méthode, et des fois, tu te mets des surprises. Genre, ça se trouve, si ça se trouve, la première section, elle est beaucoup plus difficile que ce que j'ai pensé. Prépare-toi à être surprise. Donc, bien évidemment, ça marchait pas à 100%, hein, sinon j'aurais réussi toutes mes compètes, ce qui est pas le cas. Mais bon, en tout cas, au championnat de France en finale à Massy, ça marchait bien, ouais. J'ai bien grimpé sur cette compète, ouais. Et vu que tu as fait plein de compètes, est-ce que, genre, là, tu dis finale championnat de France Massy, est-ce que tu les retiens toutes? Genre, tu dis, je sais pas, Coupe du Monde de. Bon, évidemment, Chamonix, tu retiens, mais. Non, alors, je suis dans le carnage. En fait, il y a 10 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait une Coupe du Monde, je sais même plus où elle est, mais en Asie, en Chine, je crois. Et ben, je m'en suis rendu compte sur ma scorecard IFSC quand même. J'ai fait un podium, j'ai fait 2e. Mais je n'ai aucun souvenir de cette compète. C'est absent. C'était pas moi, quoi. Mais est-ce que c'était juste parce que tu étais trop focus? Il y en avait d'autres après et du coup, tu étais là, oui, okay, oui, genre, bien on sûr. savoure 10 minutes cool et maintenant à la prochaine ou... Eh ben, c'est exactement ça, en fait. C'est que, bah, déjà, en tant qu'athlète, t'es toujours focalisé sur la prochaine. Ça sert à rien de savourer ta victoire, en fait. Parce que c'est pas ça qui va te faire gagner les compètes d'après. Et en fait, j'avais même spécifiquement travaillé. En fait, il y a une période. Non, mais en fait, moi, j'ai vraiment une mauvaise mémoire quand même, hein, soyons réalistes. Mais les années 2000, 2001, non, pardon, pas 2000. Plutôt quand j'avais 18, 19, 20, 21, 22, j'étais quand même assez forte. J'étais pas la meilleure. La meilleure, c'était toujours Angela Heiter. Elle avait la tête et les épaules au-dessus de tout le monde. D'ailleurs, il y a une saison ou 2 saisons, elle a gagné toutes les Coupes du Monde, quoi. Voilà. Paf, tu vois, Yania, c'est de la merde à côté, en fait. Incroyable. Et mais du coup, j'étais vraiment très très régulièrement sur le podium. Je faisais 4-5 podiums par saison. Par contre, j'avais spécifiquement travaillé le fait de réussir 2 Coupes du Monde d'affilée, parce que il y avait aussi 12 Coupes du Monde par saison, donc il y en avait beaucoup. Et des fois, t'en avais une à une semaine d'écart. 2 à une semaine d'écart, et systématiquement, si je réussis la première, je merdais la deuxième. En fait, c'était parce que j'arrivais pas à redescendre de mon nuage et avoir l'humilité nécessaire pour être bonne sur la deuxième compète. Et du coup, avec Olivier, on a littéralement préparé ça. Je me rappelle, il me faisait visualiser de tout mettre sur une feuille et de faire brûler la feuille. Voilà. Donc, on a beaucoup fait d'hypnose, de plein de choses, quoi. Et ça marchait tellement bien que il y a des compètes dont je me rappelle pas. Tu disais que tu faisais pas trop la fête après des podiums, mais je suis tombée sur un article que tu as écrit pour Grimper en 2011, après ta victoire à Chamonix. Parce qu'en fait, je savais plus Chamonix, dans ma tête, c'était 2012, mais en fait, c'est 2011. Ah bah moi aussi, je me trompe, en fait. Et du coup, c'est la seule recherche que j'ai faite pour préparer cet épisode. Du coup, je dis là, attends, c'est quoi 2011, 2012, donc c'est 2011. Et tu as écrit un article pour Grimper où tu reviens sur la compète. Et je l'ai découvert, donc vraiment, j'étais trop contente. Waouh, j'ai découvert un truc incroyable et tout. Je le mettrai dans les notes de l'épisode parce que je trouve très rigolo. Il est incroyable. Vraiment, je suis fan. Parce que tu reviens sur la compète. Je crois que d'après ce que j'ai compris, c'est Grimper qui t'avait demandé d'écrire pour eux sur la compète. Et après, tu dis... Bon, je vais pas être hyper objective parce que j'ai participé et en plus j'ai gagné. Et tu reviens sur le déroulé de la compète et tu dis que t'avais la Arco dans 5 jours après, mais que t'as quand même fait la fête pour fêter cette victoire. Et tu dis ouais, tant pis, mais bon, j'ai fait la fête et tu le dis dans l'article. D'ailleurs, Arco, je suis allée en finale, mais j'ai fait n'importe quoi en finale. Oui, j'ai fait la fête. Bah oui, j'avais gagné. Ouais, c'est la seule fois de ma vie que j'ai gagné une Coupe du Monde. Donc, alors il y a autre chose quand même, c'est que ah non, c'est pas la même année.
Bah, Chamonix, j'ai une relation assez spéciale quand même. Parce que Chamonix, j'ai gagné les championnats de France plusieurs fois, en catégorie jeune d'abord, ensuite en senior. Au moins une fois à Chamonix, parce que j'ai gagné 4 fois les championnats de France senior. Et après, j'ai fait, je crois, 3 fois un podium en Coupe du Monde à Chamonix. Et enfin, vers la fin de ma carrière, j'ai gagné à Chamonix. Donc tu vois, c'est quand même une compète qui me réussit, quoi. Mais ce que tu dis dans l'article, c'est que tu dis qu'en 2010, donc l'année d'avant, t'étais pas rentrée en finale à Chamonix. Et du coup, c'était en mode une revanche. Genre, je suis pas rentrée en finale l'année dernière et là, bam, je gagne. Tu le dis, hein. J'ai lu ça même encore ce matin. Ok, ouais, sans doute. Bah alors, c'était en... Ouais, non, c'est très possible. Bah alors, je sais plus c'est quelle année. Pour moi, c'était 2010, mais alors du coup, ça doit être 2009. Il y a une année aussi où j'en ai un... En fait, le plus gros souvenir que j'en ai, c'était juste après la finale. Il a plu. Et en fait, ma mère, elle était morte 2 mois avant. Elle s'est suicidée. Et donc, et en plus, 1 mois et demi avant, donc 15 jours après la mort de ma mère, j'ai passé mon épreuve d'oral d'agrég de bio. Et donc voilà, enfin, tu imagines le moment difficile, quoi. Ouais, Je me suis mis dans un... Il a fallu que je me conditionne pour pas penser à la mort de ma mère, pour réussir à passer mon examen de fin d'études. Et derrière, je suis retournée en Coupe du Monde, mais genre 2 mois derrière, quoi. Et j'ai réussi à aller en finale, j'ai fait 5e. Et je me rappelle de ce moment, bah, tu vois, ça me fait des petites bulles de champagne, où là, je me suis dit merci, et je me suis dit merci maman. J'avais vraiment la sensation qu'elle était pour quelque chose dans le fait que tout se passe bien pour moi là, quoi. Parce que du coup, en fait, donc, ce qui se passe en plus, c'est que donc j'ai passé mon oral d'agrég et les résultats étaient pendant la Coupe du Monde. Et du coup, en fait, j'ai fini mon téléphone à Damien You, qui est encore le sélectionneur, et je lui dis Damien. En plus, Damien, c'était le beau-frère de mon prof de fac. Donc Ok. voilà. Et du coup, je lui ai dit, je ne veux pas connaître mes résultats pendant la compète. Ouais, ça... Et donc, en fait, je finis 5e, il y a les podiums, et Damien, il me dit, Caro, t'as eu ton agrég. Enfin, tu vois, là, donc encore un moment très, très fort en émotion, quoi. Voilà. Mais c'est hyper fort d'y être quand même allé passer ton agrég. Enfin, en même temps, c'est des années d'investissement, mais tu vois, genre, je sais pas, et après d'être allé en Coupe du Monde, genre... Bah, c'était 2 mois après, donc j'avais eu le temps de... Tu veux dire Ouais. par rapport à ma mère? Bah ouais. Bah, ça sert à rien de pleurer pendant des mois, hein, donc... Enfin, non, mais Oui, bien sûr, mais c'était dur, forcément. évidemment. Bah oui, Mais non, je me suis pas mis par terre du fait de la mort de ma mère. Alors, oh putain, alors, j'ai dit plein de gros mots, mes enfants ne m'écoutaient pas. En fait, j'ai relativement bien géré... Alors, c'est un épisode sur le mental, d'accord? ouais. J'ai relativement bien géré émotionnellement la mort... Tout est relatif, hein, mais la mort de ma mère parce que, en fait, elle était dépressive depuis des années. Et je savais que... Enfin, je voulais pas que ça finisse mal, mais potentiellement, je savais que ça pouvait très vraiment finir mal. Et du coup, j'avais vraiment travaillé avec Olivier Guidi, justement, sur le fait d'accepter la possibilité qu'elle meure. Parce que j'avais pas le pouvoir d'empêcher ça, en fait. Et ça, c'était genre quelques années avant, quelques Non, mois. c'était quelques mois avant. Bah, Ok. évidemment, ça empirait et il y a un moment où tu commences à... Bah non, mais c'était vraiment une phase dure, tu vois, où je crois que c'était aussi, ça a interféré dans ma vie personnelle avec, c'était Coco, mon copain, qui était aussi mon entraîneur. Et en fait, ça interférait parce que la dépression de ma mère, elle me pourrissait la vie. Ma mère m'appelait tout le temps et à un moment, Coco m'avait dit, mais là, il faut que tu trouves des solutions. Et ça m'avait fait un électrochoc et du coup, j'avais commencé à le travailler avec Olivier. Et du coup, évidemment que j'ai été détruite. En plus, c'était horrible quand il a fallu enterrer ma mère. Il a fallu que, avec je me rappelle, c'est un moment de façon hyper nette, la nuit. En plus, j'avais blagué avec mes copains que j'étais pas sûre qu'elle soit vivante parce que, enfin bref, c'était un carnage, quoi. J'avais fait une blague à un copain en lui disant, je suis même pas sûre qu'elle est vivante, ma mère. Et de fait, elle était morte. Mais personne ne le savait encore. Et donc, finalement, moi, c'était sa 5e tentative, hein, d'accord? Et finalement, ma sœur a envoyé les pompiers et donc c'était au tour de Marie-Laure, entre guillemets, de vérifier. Voilà. On se passait, on se refilait le bébé. Et donc, c'est elle qui m'a appelée pour me dire, et puis en fait, elle m'a appelée, elle pleurait. Et elle m'a juste dit, je suis désolée, Caro, je suis désolée. Et je savais parfaitement ce qui s'était passé. Et derrière, il a fallu prendre l'avion, aller à La Réunion, vider l'appartement de ma mère. On n'avait que 8 jours sur place.
parce que j'étais juste avant mon agrég. Bien sûr, j'aurais pu décider de pas passer mon agrég, mais enfin, ça faisait une année de préparation, j'aurais foutu en l'air ma vie pour une année de plus, sachant que l'année d'agrég, c'est horrible en fait. Du coup, j'ai fragmenté mon cerveau quoi pour faire des compartiments. Et ouais, on a passé cette semaine à plier les affaires de ma mère. C'était l'horreur, vraiment, absolue quoi. Et je sais plus ce que je racontais derrière. Je sais plus non plus. Mais finalement, d'aller passer la grecque, ça t'a donné un objectif d'aller vers l'avant aussi. C'était un truc. Après, est-ce que moi, tu vois, j'ai l'impression souvent quand on se dit vas-y, je bouche les égouttilles et j'y vais. Il n'y a pas un espèce de contre-coup qui arrive derrière une fois que tu as eu ton agrég et tu as fini ta Coupe du Monde et tout. T'as pas eu un truc un down qui est revenu? Eh ben, il me semble pas. Encore une fois, parce que j'étais pas toute seule. Il y avait Olivier avec qui j'avais préparé en avant et Rebecca qui m'a aidée parce que en fait, il y avait évidemment des grosses émotions stockées dans mon corps que j'arrivais pas à verbaliser et elle m'a aidée à évacuer tout ça. Bon, après, tout est relatif. Moi, j'ai vraiment la sensation, je pense que ça se sent en fait dans ma carrière, il y a une cassure en fait de résultats. C'est pas d'un coup j'étais nulle, mais c'est au lieu de continuer à progresser, j'ai plus progressé entre guillemets dans mes résultats et c'est la mort de ma mère. Et en fait, je l'interprète, c'est hyper facile de donner des trucs derrière, un sens a posteriori, mais ce que j'interprète c'est que avant que ma mère meure, en fait, il y a des enfants comme ça, en fait, je croyais que j'étais magique. Mais pourtant, elle est morte, j'avais 23 ans, hein. J'étais un bébé. Mais James, James, c'est mon mari, hein. Il était un peu pareil, en fait. Il avait cette croyance, en gros, évidemment, t'es éduqué, évidemment, tu sais qu'en théorie, c'est pas vrai, mais t'as cette croyance que le monde tourne autour de toi. Et en fait, quand t'es un athlète de compète, où tout le monde tourne autour de toi depuis que t'es quand même assez petit, et où les résultats, ils suivent de façon vraiment continue, en fait, t'as tendance à... Moi, en tout cas, je croyais que j'étais magique. Et en fait, forcément, je voulais pas qu'elle meure, ma mère. Et tu vois, entre guillemets, mon père m'a toujours, pourtant, il est assez rigolo. Il est médecin, il est cartésien, mais en même temps, il croit beaucoup au magnétisme. Et il m'a toujours dit, quand tu veux vraiment un truc, tu te concentres dans ta tête et tu dis à ton corps de le faire, quoi. Et du coup, j'avais vraiment, je ne voulais pas qu'elle meure, quoi. Tu vois. Et j'avais vraiment passé de l'énergie à essayer d'empêcher qu'elle meure. Et pourtant, elle est morte. Donc, en fait, j'ai compris que j'étais pas magique. Ok. Et du coup, ça a une répercussion sur mes compètes. Parce que d'un coup, j'ai arrêté de croire que je pouvais faire tout ce que je voulais. C'est hyper intéressant. Mais bon, après, c'est un peu allez, Caro, atterris. C'est pas ça la vie. Donc, il y a plein de choses positives aussi qui en résultent. Hein. C'est bien aussi d'être conscient que t'es pas magique. Oui, mais après, là, tu parles de magique, donc il y a un côté un peu mystique, mais c'est le vouloir s'écréer, quoi. Pour moi, je crois à ça encore. Ouais, bien sûr. Non, mais ça, c'est évidemment. Mais ça, c'est limite. Je pense que tous les athlètes le savent quand même. Hein, que si tu veux vraiment, tu peux. Hein. Ouais. Enfin, c'est horrible, parce que ça veut dire que si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas voulu assez. Tout est relatif. Je sais pas. Moi, j'avais d'autres questions, mais ça va. J'avance pas dans mes questions, là. Donc, je garde ça dans ma tête pour notre discussion après. Pour en revenir à Chamonix de 2011, c'était il y a un quart d'heure qu'on parlait de ça. Non, peut-être pas. En fait, je trouve que la séquence où tu topes la voix, tu l'utilises beaucoup dans tes films, genre au moins 2 fois dans ma tête, voire peut-être plus, parce que je suis vraiment fan, donc j'ai tout vu. Et je me demande... Là, ça se voit que, tu vois, autant je parlais du contrôle à Massy quand t'arrives face à ta voix, mais là, quand tu clips la voix à Chamonix, il y a une explosion d'émotions, de joie. Et est-ce que, déjà, là, tu sais que t'as gagné? Quelles sont les émotions qui te traversent? Est-ce que c'est genre de la fierté, un sentiment d'accomplissement? Aussi un truc de waouh, ça y est, genre, j'ai gagné ma première Coupe du Monde? Enfin, c'est quoi? Il y a tout ça, et en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, quand t'es dans En fait, quand tu es dans une voie en compète, en Coupe du Monde, ça fait beaucoup de bruit. Et du coup, tu apprends à disparaître. T'es plus vraiment conscient, en fait. C'est ce que les gens disent, t'es in the zone. Et
t'es dans un... Et d'un autre côté, tu entends la foule. Elle te pousse. Il y a une réalité. En tout cas, moi, je pense qu'il y a pas mal d'athlètes qui le disent. En tout cas, à Chamonix, il y a des voies que t'arriverais pas à sortir si t'avais pas la foule derrière. Ça vraiment, mais de toute façon, encore une fois, c'est pas cartésien, mais t'as une énergie de 10 000 personnes qui veulent que tu arrives à finir la voie. Et ben, du coup, ça t'aide t'as vraiment, moi, et ben, d'ailleurs, dans cette voie, il y a un moment où mon coude s'ouvre et il se referme, quoi, tu vois. Et c'est vraiment. Alors que de base, une fois qu'il s'ouvre, il se referme pas trop. Ben, pour moi, en tout cas, normalement, il se referme pas, quoi. Et donc, il y a vraiment le moment où je clip et je sors, tu vois, je sors de la zone et j'atterris avec le bruit, quoi. Je me rends compte que je suis en haut de la voie, j'ai clippé, j'ai le relais dans les mains. Et du coup, tout de suite, je sais parfaitement que j'ai gagné parce qu'à cette époque, en fait, il y avait pas de, on séparait. C'est une année où on séparait pas sur la vitesse de temps. Oui, du coup, vous aviez été 4 à sortir la voie. Donc, vous avez mis 4 sur la première marche du podium. C'est ça. Tu l'expliques hyper bien dans l'article que tu as écrit pour grimper, du coup. Je me rappelle très bien. D'ailleurs, c'était serré, du coup, 4 sur la première marche. Mais avec, c'était hyper avec stylé. des monstres d'escalade. Ouais. C'est Angela Heiter, Mina Markovic, Jain Kim et moi. L'éléphant je fais 2 fois plus de kilos que les autres à l'époque. C'est une blague, parce que j'étais pas du tout... grosse. Écoute, il y a une photo du podium dans l'article et ça se voit pas du tout ce que tu dis. Ah ouais? Non. Putain, moi je trouve Ça m'a pas du tout sauté aux yeux. voilà, c'était mon ressenti constant. Bon, on aborde un autre sujet là. Tu sais que je l'ai même pas prévu dans les questions. Pas grave. Et ouais, je peux l'aborder vite fait. Enfin, en gros, on était toutes... elles, c'était des monstres et... Enfin, c'était des monstres, je veux dire, des filles hyper fortes, mais c'était aussi c'était vraiment toutes petites. C'est vraiment une époque où l'escalade de compétition, de toute façon, ça n'a pas trop changé quand même. Même aujourd'hui, Angela Heiter, elle est toujours toute fine, et Kim Jain, c'est pas exactement une grosse vache, et Mina Markovic, elle parle ouvertement du fait qu'elle se faisait sécher à fond, quoi. Donc, c'était le jeu, et c'était le jeu quoi qu'il en coûte. Donc, je sais pas ce qu'il en était pour elle. Enfin, si, je sais pour certaines, mais c'est pas à ma place de parler. Mais moi qui me pensais être une grosse vache par rapport aux autres, je faisais 52 kilos à l'époque pour 1m68 et j'avais un véritable trouble alimentaire. Donc, je faisais de la boulimie liée à la compète, quoi. Donc c'était carnage, quoi. Le plus beau moment, mais avec un arrière-fond caché d'horreur, quoi. Je trouve que le qualificatif grosse et 52 kilos, il y a plein de gens compliqué, ouais, on est d'accord. qui vont pas comprendre, qui vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais en fait, je voyais la taille de mes cuisses par rapport à la taille des cuisses d'Angela Heiter et elles étaient quand même 2 fois plus grosses. Voilà. Ouais, mais en même temps, il y a plus de puissance aussi. C'était pas, t'as 52 kilos, t'as pas. Mais j'en faisais largement 10 de plus qu'elle, largement. Je suis beaucoup plus grande qu'elle aussi. Oui, aussi, c'est ce que j'allais dire. Mais non, mais en fait, on faisait toute la compète à la maigreur. C'était une réalité, quoi. Ouais. Ça, c'est l'éléphant, le mammouth sous gravillon de l'escalade. C'est que de toute façon, après, ça dépend du style de grimpe. Mais à l'époque, c'était vraiment, c'était une compète de croûte. Et il y a pas de mystère, En plus, Chamonix, c'est quoi? C'est un gros dévers, un toit, un léger dévers. Bon, d'accord, super. Mais du coup, dans le léger dévers de fin, t'as intérêt à avoir des doigts, Ouais. Et moi, j'avais pas de doigts, d'ailleurs. T'as quand même gagné. Mais j'ai toujours pas de doigts, d'ailleurs, mais bon. J'avais une question, mais juste avant qu'on parle de ça, tu parlais du fait que tu étais dans une espèce de bulle pendant que tu grimpais et qu'après, tu prenais conscience du public et tout. Et j'ai l'impression que ça dépend un peu des athlètes. Tu vois, là, j'ai l'impression que certains, quand tu es dans la voie, que tu es au repos, il y en a qui vont vraiment jouer avec le public et qui vont demander des encouragements et tout. Du coup, ils doivent forcément sortir de la bulle pour faire ça. Et toi, t'as jamais fait ça? Si, mais sur des très très bons repos. Et j'avais encore des ancrages, en fait. En fait, c'est assez difficile. En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé ça difficile quand tu es dans un repos de passer instantanément de repos à tu forces, vraiment. Surtout, spécifiquement, s'il y a un pas de bloc dur après un repos. J'avais toujours l'impression que j'étais pas très bonne pour faire ce switch, en fait. Et du coup, encore une fois, je l'ai travaillé avec Olivier et il m'avait créé un ancrage. En fait, je me tapais sur la cuisse et ça faisait comme, en gros, tu
Tu switches et tu switches un bouton, quoi. Ouais. Et j'ai filé cet ancrage à James, en fait. Et je lui ai expliqué. Et puis, comme c'est pas la moitié d'un idiot, il a réussi à le faire tout seul. Et en fait, il s'en sert aussi. En fait, il y a des trucs, ça paraît pas possible tellement ça a l'air simple. Et pourtant, ça marche très bien. Mais en fait, j'explique ça, mais en fait, il faut faire de la prépa mentale pour le vivre et pour le croire, quoi. Mais ça, tu mets combien de temps à l'acquérir que le bouton devienne Avec fonctionnel? Olivier, Ouais. je dirais 2-3 séances. Mais après, tu le travailles en entraînement aussi. Hein. Ouais. Mais bon, on parle d'un préparateur mental qui me voyait toutes les semaines. Tu peux pas te pointer chez un préparateur mental et lui dire est-ce que vous pouvez me créer un petit bouton d'ancrage pour que je puisse arriver à changer d'état mental après un repos. C'est pas aussi simple. Il y a une confiance qui était instaurée entre Olivier et moi qui était absolue, quoi. Et est-ce que, justement, tu parlais de confiance, tu lui avais parlé des troubles alimentaires à lui à cette époque? Non, je lui en ai parlé ma dernière année de compète. Je crois juste avant cette compète de Chamonix, justement. Et il m'a aidé un petit peu, mais d'un autre côté, j'en ai parlé, mais j'étais pas non plus prête à en parler beaucoup. J'en ai parlé après à Rebecca aussi. En fait, le problème, c'est que je trouvais pas de solution tant que je faisais de la compète. Parce que, en fait, il fallait que en fait, 52 kilos, c'est pas mon poids d'équilibre. Du tout. C'est en deçà. Et j'avais vraiment cette croyance qu'il fallait que je sois à ce poids-là. Et du coup, faire plus d'efforts physiques pour s'affiner quand t'es un athlète de compétition, bah, c'est compliqué parce que t'es déjà en train de faire des heures et des heures d'entraînement. Et donc, en fait, la seule alternative, c'est de manger moins. Et au bout d'un moment, t'es affamé, quoi. Du coup, t'es complètement obsédé par la nourriture, tu comptes tes calories et je voyais pas la solution. En fait, je pense que de toute façon, la seule solution, ça a été d'arrêter la compète. Mais en fait, d'ailleurs, à la fin de cette année, 2011, j'ai arrêté les Coupes du Monde. En fait, j'aurais pu arrêter après Chamonix. Je me suis posé la question. J'ai vraiment senti, après la Coupe du Monde de Chamonix en 2011, que le ballon, il avait éclaté, quoi. Que ma bulle de motivation, elle était finie. Mais c'était la première Coupe du Monde de la saison. Et je me rappelle, même c'était Daniel Dulac qui m'a dit « Mais Caro, t'es super en forme. Ça va bien se passer pour toi pour la reste de la saison. » Je suis pas retournée en finale. Sachant que la Coupe du Monde d'après, elle était 2 semaines. Non, 1 semaine après ou 2 semaines après, quoi. Donc c'est pas que mon niveau avait changé. C'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, j'avais plus le feu sacré, quoi. Et j'avais 25 ans. Je m'étais toujours dit que j'allais arrêter vers 25 ans parce que j'ai démarré les Coupes du Monde, j'avais 16 ans. Puis ça, c'est les Coupes du Monde, hein. Moi, j'ai démarré les compètes, j'avais 11 ans. Et pour moi, à 25 ans, j'étais vraiment vieille sur le circuit. Et j'avais besoin de passer à autre chose, en fait, dans ma vie. C'était vraiment... Romain Desgrands, je crois qu'il en a fait jusqu'à 35. D'ailleurs, Jacob Schubert, il a quel âge, là? Bah, ils doivent avoir pareil. Ouais. Dans l'article de Grimpé, tu dis « Ouais, un petit jeune Autrichien qui commence à performer, Jacob Schubert. » Ah ouais, c'est vrai. Alors, on peut parler de lui. Je me rappelle vividement quand il a commencé à être fort. Je m'en rappelle très, très bien. Jacob, j'adore cet athlète parce que pour moi, c'est vraiment l'archétype du mec qui est fort dans sa tête. Voilà. Bien sûr qu'il est fort physiquement, mais Jacob, il est surtout fort dans sa tête. Et ça, c'est ce que j'admire le plus en compète. Intéressant. Et donc, j'ai arrêté les compètes. Et quand j'ai arrêté les compètes, j'ai jeté ma balance, en fait. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je commençais à être avec James. On passait 24 heures sur 24 ensemble. Je lui ai dit que j'avais des troubles alimentaires, donc il m'a, sans être forcément éduqué, lui, au problème, juste par sa présence, il a pu m'aider à pas craquer, parce que tu vas pas te faire vomir devant ton pote, quand même. Enfin, ton chéri, même, mieux. Voilà, ça va pas le faire, quoi, en fait. Du coup, en fait, ça m'a aidé à décrocher. Et puis, on a commencé des expés où il fallait porter des sacs lourds. Assez vite, je suis allée au Kinabalu avec Yuji, où je me rappelle, il nous avait fait acheter 150 sneakers, Mars et Twix. Moi, j'hallucinais. Et en fait, on en avait besoin de ces calories. Ouais. Et du coup, j'ai eu vraiment de la chance. Ça s'est arrêté, je veux pas dire du jour au lendemain, mais en 1 an, c'était fini mes troubles alimentaires. En 1 an, j'ai retrouvé le sentiment de satiété. Et en gros, c'était fini pour moi. Et là, j'ai vraiment de la chance. J'en suis consciente, hein, parce qu'il y a des gens pour qui ça se passe pas comme ça.
Et est-ce que, tu vois, je discutais de ça avec quelqu'un récemment, des troubles alimentaires, et cette personne m'a posé une question, je te dirai après qui c'est si tu veux, mais m'a posé une question, est-ce que ça se termine vraiment? Tu vois, est-ce qu'à un moment, ton cerveau, il est genre totalement libéré de ces sujets-là? Ou est-ce qu'il n'y a pas des moments où, je sais pas, un peu plus de fatigue, ou je sais pas, où ça revient un petit peu et ça fait presque peur, dans le sens, waouh, trop bizarre. Bah, je pense que j'ai vraiment eu de la chance. Moi, c'est jamais revenu, mais des fois, je rêve que je me fais vomir. Enfin, je cauchemarde que je me fais vomir. Et je me réveille et je me rends compte que je l'ai pas fait pour de vrai. Et ça me soulage énormément. Mais non, mais là, je contrôle plus du tout. Bah, d'abord, je sais pas combien je pèse là, mais je dois largement être à 10 kilos de plus de ce que je vais avant. Et en fait, c'est beaucoup plus mon poids d'équilibre. Après, par rapport à l'amour de son corps, bah, ça c'est un peu plus compliqué. Hein. Mais bon, être satisfaite de son corps quand t'es une femme dans notre société, c'est compliqué, je crois aussi. Hein. Ouais. C'est que on nous a pas appris à vénérer nos formes, quoi, ou nos absences de forme d'ailleurs. Mais du coup, est-ce que, genre, en fait, la personne me posait la question dans le sens où, est-ce que maintenant, genre, quand tu te prépares à manger ou quoi, t'es en mode de, vas-y, chill, genre, tu te poses jamais la question de, ah tiens, est-ce que j'ai le droit à ça? Est-ce que... Non, je me pose jamais la question. Ok. Et ça c'est. Mais encore une fois, j'ai une vie très active. J'ai des enfants. Je viens juste d'avoir 40 ans. Il paraît qu'à 40 ans, tu commences à prendre du poids. On en reparle peut-être dans 2 ans. Mais bah, par exemple, je sais pas, moi, j'achète des paquets de chips et c'est pas que pour mes enfants. Hein, c'est pour moi aussi. Là, c'était Pâques il y a une semaine et j'ai acheté un paquet de plus de Kinder Bueno. Non, pas les Kinder Bueno, les petits œufs de Queen Kinder. Parce qu'avec James, on aime bien manger le soir une fois qu'on a accouché les enfants. Bon, on leur montre pas parce que sinon ils se rendraient pas compte qu'ils ont le droit à plus de chocolat que ce qu'on leur donne. Mais non, je fais absolument pas. Non, par contre, je crois que j'ai appris à écouter mon corps, quoi. Donc avant, bah ouais, j'avais des vrais, je trouve pas le mot en français, cravings. Genre, il y avait des. Bah, tu vois, quand je faisais une crise de boulimie, il y avait des choses que j'avais très très envie de manger. Je vais prendre un exemple, c'est des côtes d'agneau avec des tagliatelles avec de la crème. Ah, c'est spécifique. C'est spécifique, ouais. Et en fait, maintenant, quel que soit mon repas, en fait, s'il n'y a pas de légumes, en fait, je trouve ça pas bon, en fait. Genre un sandwich, jambon, fromage, je veux mettre des tomates ou de la roquette dedans. C'est pas parce qu'il faut en manger. Donc peut-être que j'écoute mieux mon corps qu'avant. Et puis du coup aussi, vu que tu te restreins pas, t'as pas de frustration et du coup, tu vas pas avoir ces cravings, ces pulsions alimentaires. Ah bah là, si je veux... Bah d'ailleurs, là, j'ai plus du tout envie de côte d'agneau. Non. C'est à passer. Eh ben, bon là, ça c'est encore une autre discussion. Mais bon, l'agneau, d'abord, c'est un bébé. En plus, c'est pas... c'est je suis pas encore végétarienne, mais j'espère un jour y arriver. C'est pas la meilleure viande à manger non plus. Enfin bon, bref. D'un point de vue empreinte carbone. Puis en fait, c'est dur à faire des côtes d'agneau très très bonnes en fait. C'est un bon argument. Tu commençais à l'évoquer, donc après la compète, t'es passé en mode XP. Et est-ce que, en allant davantage vers la prise de risque, c'est pas du tout ça la question, je peux recommencer. Désolée Caro du montage. Ah non, je vais pas la couper, c'est trop bien ça. Je laisse nickel. Ah bah super, bah désolé les gens qui écoutent. Donc, après la compète, tu t'es tournée vers la grimpe en extérieur et t'es allée vers la prise de risque. Et c'est quoi le processus qui t'a amené vers la prise de risque? Parce que, pour moi, en compète, on prend pas vraiment des risques. En compète, on prend pas du tout de risques. C'était pas du tout dans mes plans de faire des aventures. Point, en fait. J'ai pas du tout grandi... Non, mais en fait, il y avait même pas de rôle modèle dans ma vie, en fait. Parce que j'ai pas grandi dans un milieu de montagne, j'ai pas grandi dans un milieu d'outdoor. En fait, moi, mes rôles modèles, c'est Cendrillon, La Belle au bois dormant et Anastasia, qui est un petit peu plus actrice de sa vie quand même. Et pas Mulan ou un truc un peu stylé. Je suis un peu trop grande pour Mulan, c'était après. Non, mais attends, faut imaginer. Moi, j'ai grandi à une époque où les Walt Disney, la fille, elle attend comme une conne, que sa vie change. Voilà.
C'est Donc- années 90, quoi, en gros. Bah ouais. En plus, j'ai grandi à La Réunion, il y avait 4 ans de retard sur tous les dessins animés, en fait. On recevait le Club Dorothée en retard. Et bon, bref, toujours tout ça pour dire que j'avais non seulement... Non, mais pour moi, c'était une réalité. Quand j'ai rencontré James, ça a été un peu le choc de culture, en fait. C'est un garçon, un homme hein, quand même, à 25 ans, il va volontairement se mettre en danger. Et quand je l'ai rencontré, d'ailleurs, ma sœur, elle me le rappelle à chaque fois, je lui avais dit, j'ai rencontré un garçon, mais il est complètement starbé, c'est n'importe quoi. Voilà. Et bon, peu à peu, j'ai complètement changé, quoi. Donc là, aller vers le risque, je suis pas sûre d'avoir signé consciemment sur tout, ça c'est sûr. Mais par contre, je pense que James m'a libérée en fait de tous les carcans sociétals de ce que devrait être une fille en fait. Et je me suis complètement laissée influencer par lui, mais je pense en pleine conscience quand même quoi. Il y a une prise de risque à laquelle lui il est prêt et c'est à moi de choisir mon curseur. J'écoute pas James aveuglément, j'ai jamais fait ça. Quoique. Après, j'étais amoureuse, je suis amoureuse de lui de toute façon. Du coup, forcément, j'avais envie de comprendre ce qui l'intéressait dans le choix de l'aventure et du risque, parce que pour moi, c'était vraiment un énorme point d'interrogation, quoi. Pour moi, j'ai vraiment grandi avec l'objectif de mourir à 80 ans dans mon lit, quoi. Voilà. Ça va peut-être arriver aussi, hein. Ça va peut-être m'arriver aussi, et c'est même très probable. Enfin, je sais pas, on verra bien. Mais c'était... En fait, il y avait un espèce de dédain, en fait, pour les montagnards, dans ma tête. Bon, et surtout une énorme méconnaissance de ce que c'était la montagne. Mais ce que j'en connaissais, c'était du dédain, c'est tout. Mais ils sont bêtes, en fait. Et donc, j'ai même dit, et je pense que je parlais de Nico Favrez à l'époque. C'est rigolo, parce que on habite dans la même vallée maintenant. Et dans ma tête, pour moi, les grimpeurs qui faisaient des grandes voies, des expés, machin, c'était des compétiteurs qui avaient essayé de faire de la compète, qui n'avaient pas réussi et qui, du coup, avaient fait autre chose. Mais pour moi, c'était clair comme du cristal, tu vois, c'était une réalité. Ok. Donc, ils sont pas assez bons, donc bon, ils vont faire le truc, le plan B. Exactement. Et du coup, ça incluait James. Ok. Mais... Et ça, tu lui as dit, ouais, moi je vois ça, pour moi c'est ça. Mais ce qui était cool, c'est qu'il avait le même dédain pour ma race, entre guillemets. En fait, pour lui, un compétiteur, c'était un hamster dans un pan, quoi. Ouais. Donc en fait, on n'est pas allés l'un vers l'autre parce qu'on s'impressionnait l'un l'autre, hein. C'était pas ça. Ouais, c'est drôle. Et pourtant, en fait, on était attirés irrésistiblement l'un vers l'autre, alors qu'on n'avait aucune... Je dirais pas qu'on avait un manque de respect l'un pour l'autre, mais a priori, pas de curiosité pour le monde de l'autre. Ça fait un peu film de Disney, comment tu le présentes, je trouve. Ouais, mais moi je Deux mondes opposés qui se rencontrent. Ouais, non, mais c'était vraiment c'était un vrai choc de culture, quoi. Je me rappelle être allée avec... Attends, c'était quoi ce magasin? Snail? Oh, honte sur moi. Un magasin de sport à Chamonix. C'est pas comme si on avait qu'un seul. Ouais, mais il est très... Enfin, il est très pointu. Bon, bref. Et donc, avec Romain Desgranges, on regardait dans la vitrine et on était tous les deux en Coupe du Monde. On avait tous les deux 23 ou 24. Non, Romain, il a 4 ans de plus que moi, je crois. Ou 3 ans de plus que moi. Et on regardait un truc dans la vitrine, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Sachant que Romain habitait à Chamonix quand même, hein, et que moi, je passais quand même du temps à Chamonix. Et en fait, c'était un ice axe. Et... Un piolet, quoi. Piolet, non, pardon, une broche à glace. Ok. Et en fait, on n'avait aucune idée de ce que c'était, quoi. Genre, mais en fait, on était des chevaux avec des œillères, en fait. Mais même, il n'y avait pas des magazines ou quoi, enfin... Non, mais ce qui est vraiment hyper rigolo, c'est que les meilleurs amis de Romain, c'était tous des guides de montagne. Bah oui, venant de Chamonix, forcément. Genre des mecs qui étaient au PGHM, et en fait, ils faisaient tout le temps des soirées ensemble, ils s'adoraient, enfin, je pense. Enfin, je suis sûre. Et moi aussi, j'ai traîné avec eux, mais sans aucune curiosité pour leur vie, quoi. Avec la science infuse que ce que je fais, c'est mieux, quoi. Voilà. Donc, il était quand même temps, à 25 ans, de changer de vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, la montagne, ça m'a intéressée parce qu'il y avait ce côté
un peu plus poétique, tu vois. Genre moi, je m'en foutais de la perf, de la prise de risque et tout, c'était presque pas mon sujet. Et quand je lisais des récits, je trouve les alpinistes, ils écrivent tous hyper bien. Il y a un truc, c'est un peu une élite culturelle, historiquement. Et du coup, il y a un rapport. Maintenant, je me moque un peu de mes amours de littérature passée, parce que c'est un peu gênant. Mais, Allez, vas-y, balance. Non, je balancerai pas. J'ai trop de respect pour les gens du 19e siècle. Prison Roche, donc. Tu sais que j'ai lu Frison Roche, j'étais dans ma tente à Aile Froide, genre il y a 10 ans. J'étais là, waouh, c'est une pépite et tout. Je te jure, j'ai fait des nuits blanches. Donc bon, voilà, ça fait partie de mon truc. J'ai un peu honte. Et mais ouais, du coup, ça m'a plus intéressée parce qu'il y a le côté où tu vas haut, tu t'élèves et t'as une vue sur la vallée. Enfin, t'as un émerveillement, quoi. Ça m'a toujours fasciné, ça. Je crois qu'on a déjà discuté ça, toi et moi, et je me rappelle d'avoir. Là-dessus, c'est encore complètement. J'attends que ça vienne, why not? Bon, après aussi avec un petit peu peur parce qu'il y a une prise de risque réelle. Mais moi, l'attrait du sommet, il a jamais existé. Et j'en ai parlé avec James, lui, c'est pareil. En fait, l'attrait de la hauteur, du sommet, du regarder de là-haut, néant. Et comme j'ai pas de culture livre de montagne du tout, enfin, j'ai bien dû lire un ou deux Frison Roche quand même. Mais je m'en rappelle à peine, donc tu vois, ça m'a pas tant marqué. Et moi, je lisais, j'ai toujours, enfin non, j'ai des enfants maintenant, donc je lis pas, mais avant, je lisais vraiment beaucoup, mais pas du tout de littérature de montagne. Ça m'intéressait pas, en fait. Moi, c'était dans ma phase où, tu sais, il fallait que je consomme tout le contenu culturel. Donc, j'étais, ok, YouTube, c'est fait. Les livres, ok. Donc, ouais, Non, moi, tu vois, un livre qui m'a énormément marqué, c'est Open, de André Agassi. Voilà. Ok. Ça, tu l'as lu ou pas? Oui, mais c'est quoi le titre en français? C'est un autre. C'est Open, non? Je sais pas. Bon. Bref. La biographie de André Agassi. Ben ça me... En fait, il va très très loin dans la prépa montagne. En fait, les athlètes de compétition, c'est pas des montagnards. Spoiler, quoi. Donc, et puis en plus, moi j'ai grandi à La Réunion, donc la montagne à La Réunion. Bien sûr qu'il y a de la montagne, mais je te rappelle qu'elle est tropicale, c'est pas la même. Ouais. Il y a pas de neige. Il y a pas, tes broches à glace, t'en as pas besoin. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, je pense qu'aussi, il y a cette différence pas de génération, mais entre nous deux, où tu vois, moi, j'ai des souvenirs où je suis à la salle d'escalade, il y a des escalades mag qui traînent, et j'ai des portraits de Marion déjà, tu vois. Et toi, t'avais pas de portrait de Marion parce qu'elle a ton âge, et donc au moment où tu faisais des compètes, elle faisait déjà peut-être pas ça. Ouais. Et puis après, même il y a les bouquins de Stéphanie Baudet qui sont arrivés. Enfin, du coup, il y avait des femmes et pendant hyper longtemps, j'ai dit ouais, ça m'intéresse pas. Enfin, pour moi, je m'identifie aussi bien à un homme qu'à une femme. Avec du recul, c'est un peu faux parce que je me souviens des portraits de Marion dans Escalade Mag à la salle d'escalade en 2012, quoi, tu vois. Du coup, j'ai eu ce truc où ouais, genre il y a des femmes qui vont en montagne. Et peut-être qu'avant, c'était un peu genre que des hommes un peu bourrus qui vont faire des trucs obscurs avec leurs broches à glace bizarres, là. Ouais, c'est peut-être pour ça que ça ne m'a pas parlé, ouais. Ça, ou alors tu avais des photos de femmes en jupon. Parce que la seule façon qu'elles avaient d'aller en montagne, c'était de garder leur jupe. Mais, enfin... Oui, c'est ce qui a été véhiculé après quand on creuse. Non, mais bien sûr. Mais oui, de base, les images que tout le monde connaît, c'est ça, où elles sont là avec leurs grandes robes, là. Ouais. T'as un peu du mal à t'identifier à ça. Oui, mais il y a aussi... Moi, je pense que c'est encore une réalité en France, un petit peu moins, mais à l'époque, il y avait quand même Grimper, Montagne, Verticale. Et donc, tu avais 3 magazines et qui s'adressaient pas forcément au même public. Donc, moi, j'avais Grimper, j'avais Rock'n'Roll. Et en fait, ça, c'était que des magazines de grimpe. Donc, tu vois, ça te faisait... ça parlait énormément de... je sais pas moi, le Ménestrel, de JB Tribou, de Liv Sansos. Ça faisait vraiment l'apologie de la compète aussi, François Legrand. Et en fait, ça abordait pratiquement pas. Ouais, Patrick Béraud un tout petit peu parce que il a un peu fait quand même partie des deux mondes. Mais en fait, dès que c'était des articles montagne, ils étaient pas dans Grimper en fait. Puis des alpinistes qui font partie des deux mondes, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus maintenant. Genre quand tu vois ce que fait Simon par exemple, il est aussi bien dans Grimper que dans montagne. Parce qu'il va faire aussi bien du 9A falaise que faire des expés. Mais il y en a pas non plus des masses. Ouais, pas trop de femmes non plus. Les frères là devant un petit peu. Ouais, femmes pas du tout. Mais pas du tout en fait. Ouais. Enfin, cela dit, ça veut pas dire que les montagnardes soient pas fortes, mais comme déjà elles se mettent pas trop en avant, elles doivent certainement, étant des femmes,
pas se sentir légitime à parler d'un 8C, et donc elles le font tranquille. Je sais pas, en fait. Intéressant. Du coup, moi, je me demandais ton transfert en termes de ce que tu faisais en compète d'un point de vue mental vers les expés, et est-ce que c'était un petit peu les mêmes choses ou t'adapter? Je réfléchis. Alors oui, j'ai utilisé exactement les mêmes processus. Ce que j'arrive plus à trop me rappeler, c'est quand est-ce que j'ai compris que je pouvais utiliser le même processus. Mais en fait, au final, la gestion de la peur, c'est exactement la même, quelle que soit la source de la peur. Donc, avoir peur d'échouer, c'est pas si différent au final d'avoir peur de mourir ou se faire mal. De toute façon, c'est une information qu'il faut, à un moment, mettre dans une boîte et fermer, quoi. Parce qu'en fait, sur une voie dangereuse ou sur une expé dangereuse ou sur une grande voie dangereuse, il y a des moments où l'information peur, elle est nécessaire et importante. D'ailleurs, les montagnards, ils le disent toujours, hein, c'est un signal de vigilance, c'est ce qui fait que tu fais les choses bien, quoi. Mais à un certain niveau. Après, il y a un moment où, quand elle devient paralysante, elle est complètement inappropriée. Et donc, dans une voie, comme les trades, c'est quand même court, c'est d'autant plus vrai. Et en fait, ce qui est sur du trad après travail, en fait, le signal de peur, normalement, tu l'as avant, en fait. Si tu travailles ta voix en moulinette ou sur une corde, et après, tu es très conscient de quelles sont les sections où tu es en danger, et tu réfléchis à est-ce que tu es capable de faire ces sections-là sans tomber, en fait. Il y a des sections de voie où la chute est interdite. Ou il y a aussi des sections de voie où la chute est vraiment limite. Et donc, en fait, il faut que tu réfléchisses à tout ça et que tu calcules. En fait, c'est du risque. Moi, je considère que c'est du risque contrôlé par rapport de la montagne où tu sais jamais trop. En gros, c'est un peu plus de la roulette russe, la montagne. Le risque d'avalanche, le risque de sérac, c'est pas toi qui le contrôle. Alors oui, ma soeur va toujours te dire, mais c'est une abeille, sort d'un trou. Et s'il y a une prise qui pète aussi? Eh ben, une prise qui pète, enfin ça pète pas n'importe comment, une prise quand même, tu le sondes le rocher, quoi. Normalement. Et si tu sais que la prise elle est fragile, tu tires vraiment pas beaucoup dessus, sinon t'es vraiment bête, quoi, en fait. Et après, sur des expés, c'est plus de la roulette russe, là, et encore une fois, la peur est présente, elle sert à la vigilance, mais trop de peur, en fait, ça fait que tu es un poids mort pour l'accorder, et c'est pas bon. Donc il faut là réussir à se rendre compte que ta peur est paralysante, la mettre dans une boîte et redevenir une machine de grimpe, en fait. Parce que intéressant le terme machine. Notre corps, en fait, il sait grimper. De toute façon, quand t'as je sais même pas combien d'heures de grimpe j'ai derrière moi. En fait, il y a plein de choses où je pourrais juste laisser mon corps fonctionner sans moi, quoi. Ouais. Mais du coup, quand tu t'es mise à faire des expés, t'as arrêté le suivi avec Olivier de prépa mentale, etc. Ça, t'as arrêté en même temps que la compète? Je crois que je suis retournée le voir 1 ou 2 fois après, mais j'ai pas ressenti le besoin d'aller le voir derrière. Moi, j'ai toujours que ce que j'ai fait de plus dur dans ma vie de grimpeuse, c'est la compète, en fait. Parce que, tu vois, à la limite, t'as une voie dure, tu la sens pas, et t'y retournes le lendemain. Facile. Ouais. Mais la compète, tu choisis pas le moment, quoi. Des fois, tu sais... Ça, c'est vraiment le plus difficile, tu sais que t'as pas les conditions réunies, quoi. Tu vois, genre, par exemple, je sais pas moi, tu t'es fait un steak la veille, t'as un peu mal à la cheville, t'as pas réussi à dormir la nuit précédente, et la finale de Coupe du Monde, elle est quand même maintenant, quoi. Ouais, il n'y a pas de deuxième chance, quoi. Il y a pas de deuxième chance. Ta voix, y a même pas, c'est pire qu'il y a pas de deuxième chance. Tu ne choisis pas ton moment. Ouais. Parce qu'il y a aussi des voies de trad où il n'y a pas de deuxième chance. Tu peux pas te permettre de tomber. Un point, c'est tout, quoi. Okay. Mais tu vois, alors
Là, comme ça me fait penser à Allwen. C'est un autre E9 que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, parce que Zozo, elle était née. Ouais, ça doit être il y a 1 an et demi. Et ben, la première fois que je suis descendue dans la voie, j'y suis juste allée par curiosité, en me disant, waouh, non, c'est vraiment, vraiment trop dangereux. Certains, j'y vais pas. Et puis le soir, James, il fait, t'as quand même bien bougé, hein, tu t'as pas envie d'essayer. Et je lui dis, mais t'es complètement con, James, tu peux pas me pousser, tu peux pas me pousser à ce genre de choix et tout. Mais évidemment, j'y ai réfléchi. Du coup, le deuxième jour, je suis retournée en mode touriste. Et j'ai commencé à faire mon petit discours interne. Oui, j'ai trop peur. Oui, mais je suis capable. Ah, c'est vraiment un choix nul. T'as 2 enfants, pourquoi y aller? Ouais, mais moi j'ai envie de ça, d'être capable de choisir. Enfin, là vraiment, je peux te faire la scène toute seule pendant des heures et des heures et des heures en fait. En fait, il y a vraiment, je dis tout le temps, un petit ange, un petit démon sur chaque épaule et ils discutent quoi. Mais en fait, il faut les laisser discuter. Et puis après, tu vois qui gagne. Intéressant. Et tu disais donc tu as 2 enfants. Et je pense que c'est une question qu'on a déjà dû te poser des tonnes de fois. En quoi ça a changé ta perception du risque, ta prise de risque, enfin ton rapport au risque? Alors, c'est assez rigolo. Il y a des trucs qui sont pas très logiques dans cette évolution sur ma prise de risque. Moi, ça a changé plein de choses dans ma vie, hein, d'abord. Mais on ne fait plus d'expé sur du caillou pourri. Même si on en a fait quand Arthur avait 1 an. Et en fait, on s'est retrouvés quand même. On est allé en Éthiopie. On a embarqué Arthur avec nous. Et on a embarqué aussi la mère de James et mon père. Parce qu'on avait besoin de babysitter. Et du coup, on est allé grimper sur des tours de Sandstone. Voilà, ça va être le podcast des anglicismes de Caroline. De grès, voilà. Mais du grès, des fois, c'est, tu vois, le paquet de sucre qui a été mouillé, quoi. Donc, en fait, la croûte, elle est solide, et puis c'est tout. Et en fait, on pensait être dans le contrôle, mais il y a quand même une voie, on l'a appelée Excalibur, très très jolie, mais vraiment du caillou vraiment naze. Et il y a 2 moments où on s'est fait tomber 2 gros pavés tout près l'un de l'autre. Et alors qu'on pensait qu'on contrôlait. Et du coup, en descendant de cette voie, on s'est quand même dit, bah là, clairement, James et Caro, et tous les deux, hein, on s'est dit, mais là, en fait, on a merdé. Ça s'est bien fini. Mais là, on n'a pas contrôlé la prise de risque. Et du coup, en fait, du séjour, on a arrêté de grimper, en fait. On a fini. Mais pourtant, c'était une expé North Face, tu vois, avec quand même pas mal de sous. Il y avait Will Lassell qui filmait. Mais heureusement, bah, on avait fait cette voie. Et en fait, on a consciemment décidé d'arrêter de faire des voies parce que le curseur du danger était trop élevé, quoi. Par rapport au fait qu'on avait Arthur et que vraiment, si on se mettait par terre. Tu vois, déjà, Jane, la maman de James, a été flippée quand même parce que on n'avait pas toujours de signal. Mais si on se mettait par terre tous les deux et qu'elle se retrouvait à gérer un bébé et un accident, mais en fait, c'était juste l'horreur pour elle, quoi, tu vois. En fait, c'est vraiment égoïste, en fait, de se comporter comme ça. Donc, on a consciemment décidé d'arrêter ça. Par contre, on fait pas mal de voies de trad considérées comme dangereuses. Bah, James, il a fait Eco Wall. Moi, depuis qu'on a eu des enfants, j'ai fait. Bon, alors le voyage, je considère pas que c'est une voie dangereuse, mais j'ai fait Gaïa et Olwen. On fait aussi assez régulièrement des blocs assez hauts. Bon, après, ouais, enfin récemment, cela dit, James dans. C'était quoi? En Italie, là? Ouais, c'était pas 21 grammes, mais c'était 29 dots. Bon, là, il a carrément fait une bêtise, en fait. Il était vraiment à 2 doigts de se mettre par terre sur un bloc de 12 mètres de haut. Et d'ailleurs, il s'est planté, en fait. Enfin, il n'est pas tombé, hein, sinon. Mais il est descendu, il était blanc comme un linge. Il m'a dit, j'ai fait une bêtise, en fait. Et en fait, il n'avait pas contrôlé le risque d'onglet. Ah oui. Mais donc, on prend des risques par choix pour nous, pas égoïsme, en fait. Pour être nous, en fait. Je pense que James, c'est clairement dans sa personnalité. Il est pas. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'il se bride pour arrêter toute prise de risque. Mais il les prend tous les jours, tu vois. C'est genre. Je sais pas, moi, il marche sur un chemin, il est tout au bord. Même.
on est monté à l'aile froide et je le voyais reculer avec le camion. Il était à 20 cm du précipice. Et je me dis, mais pourquoi il fait ça? Il est fou, quoi. Et en fait, c'est sa personnalité. Mais bon, il s'est jamais mis par terre, donc il est capable de maîtriser ce danger, quoi. Et moi, je suis clairement allée plus vers le danger et le risque depuis que je suis maman. Je crois que c'était cette envie de me prouver que j'arrivais à le contrôler, en fait. Que j'étais dans le contrôle. Parce que je pense que quand t'as des enfants, t'as une espèce de perte de contrôle de ta vie, quand même. Et même si c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, mes enfants, j'ai vraiment besoin de rester une grimpeuse pour être moi, en fait. Mais tu pourrais continuer d'être une grimpeuse et aller faire, je sais pas, du 9A, sans risque. Bah déjà, je suis pas sûre que j'y arriverai, premièrement. Et en fait, non, ça m'intéresse pas, en fait. Non, je sais pas, j'ai envie de faire des trucs nouveaux, quoi. Et donc apprendre à gérer le risque, apprendre à avoir ces discussions entre le petit ange et le démon, à vraiment... Tu vois, en fait, ce que je trouve très très chouette en trad, c'est il y a ce moment où, tu sais qu'en théorie, tu sais le faire, mais il y a un moment où il faut se jeter à l'eau, quoi. Parce que tu vas pas savoir si tu es capable de rester mobilisé dans la section dangereuse. T'as pas moyen de tester ça. Soit t'es en danger, soit t'es pas en danger, en fait. Et du coup, à un moment, il faut se faire confiance, quoi. Et je crois que j'ai vraiment aimé ça. Je le fais pas du tout tous les jours, hein. Je parle de 2 voix en 4 ans. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment profondément. Et c'est une complète remise en question du statut de mon statut de femme, tu vois, de maman qui est censée se préserver à 100% parce que son job avant tout, c'est d'élever ses enfants. Et c'est vraiment une envie de revendiquer ma liberté, quoi. C'est peut-être un peu grandiloquent de raconter ça, mais je pense que c'est vrai d'être moi, quoi, en fait. Mais je trouve que ça s'applique, tu vois, là, toi, c'est l'escalade, mais si tu dézoomes à des décisions importantes de vie, c'est ce truc où des fois, tu sais que t'es capable et tu te dis, waouh, mais ça fait un tout petit peu peur d'y aller, tu vois. Enfin, je sais pas, genre, je vais pas raconter ma vie, mais des moments où quand t'es face à une décision, il y a, au fond de toi, tu sais quelle est la bonne direction, mais ça fait juste peur et tu sais que t'en es capable. Et je trouve qu'il y a des fois, il y a des gens que je connais et que je ne citerai pas, qui restent dans ce truc en disant « Oui, mais moi, ça, si j'avais vraiment voulu, j'aurais pu le faire. » Tu vois ? Ouais. Et du coup, je connais vraiment beaucoup de monde et j'étais là « Mais pourquoi tu l'as pas fait ?» Si t'en es vraiment capable. Et du coup, je trouve que ça s'applique à autre que l'escalade, finalement. Ah oui, tout à fait. Bah c'est, je sais pas, moi, t'achètes ta première maison ou tu choisis de faire des enfants. C'est tout le temps, j'y vais, mais j'ai peur. Ouais. Mais j'y vais quand même. Mais là-dessus, la compète, alors évidemment, t'as pas besoin de faire de la compète pour être capable de fonctionner comme ça. Alors là, moi, je fais vraiment l'apologie de ce comportement. Je suis vraiment pour. Si tu joues la sécurité tout le temps dans ta vie, tu vas passer à côté de plein de choses, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime faire du trad. Si tu joues la sécurité, tu vas passer à côté de plein de choses. Là, l'intensité d'émotion et d'apprentissage que je vis quand je fais des voix comme ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'un 9A, quoi. Enfin, pardon, excuse-moi, mais je vais pas vivre ça dans un 9A, quoi. C'est horrible, mais je le sais, je le sais, quoi. Enfin, un 9A, c'est une cotation. Quand j'ai fait mon premier 8C, mon premier 8B+, mon premier 8B, j'ai déjà vécu les mêmes émotions, pardon. Donc, oui, je pourrais aller dans la même direction tout le temps, mais non, moi j'ai envie du j'y vais, mais j'ai peur, quoi. Intéressant. C'est drôle parce que j'ai fait un post sur le j'y vais mais j'ai peur il y a pas très longtemps. Genre, c'était vraiment ma phrase, j'y vais mais j'ai peur. Mais c'est hyper drôle. Genre, c'était il y a 2 semaines, quoi. Moi je trouve ça très intéressant. Ouais. Et on m'a dit, là où est ta peur, c'est là qu'est ton chemin. Bon, après, des fois, la peur, c'est une information intéressante. Hein. Faut quand même être un petit peu mesuré, sinon tu fais n'importe quoi. Mais il y a les 2 types de peur. On dit souvent ça, la peur qui te freine et la peur qui te sauve la vie un peu, quoi. Genre, il y a... Ouais. C'est la même, hein. C'est une histoire de quantité. Hein. Ouais. C'est un curseur. J'avais une question qui m'était venue. Totalement oubliée. Vraiment. Et en plus, je suis sûre que ça permettait de faire un petit rebond hyper stylé. Et je l'ai pas. Mais sur le sujet de la peur, je trouve que Hazel Finlay, elle a quand même vraiment très très bien décortiqué. Mais oui, d'ailleurs, tu me disais, est-ce que tu as ressenti le besoin d'aller vers Olivier ? En fait, pour le voyage, je suis pas allée vers Olivier, assez bizarrement. J'ai choisi d'aller vers Angus Kyle,
qui est le partenaire de Hazel, Finlay, ils ont créé Strong Mind. Et c'est comment travailler sur ta peur. Et évidemment, ça s'applique à des débutants sur la peur du vol. Mais du coup, ça s'appliquait aussi à moi sur les trucs qui me bloquaient dans le voyage. Et en fait, moi, je trouve très intéressant le travail que j'ai fait avec Angus, sachant que je sais plus combien on a fait, 4 ou 5 séances, peut-être 6. Et en fait, j'avais enregistré les séances parce que je voulais m'en servir pour un film. Et en fait, quand je les écoutais, je parle 95% du temps. En fait, le job d'un préparateur mental, ou du moins la façon dont Olivier et Angus, qui sont français et anglais, ils se connaissent pas du tout, fonctionnent. En fait, j'ai vraiment la sensation, ils te tirent des petites ficelles pour dénouer ta pelote qui est dans ta tête, mais c'est toi qui le fais, en fait. Et du coup, à la fin, je remercie Angus, et il me dit, mais en fait, c'est toi qui as fait tout le travail. Mais oui, bien sûr. Mais en fait, il a tiré sur le bon fil quand même. Intéressant. Et du coup, en fait, pardon, on va encore se perdre dans des trucs, mais pour le voyage, j'avais post-bébé, en fait, j'avais une vraie peur du vol qui était bloquée, en fait. Et il m'a aidé en 5 minutes, il me l'a débloqué. C'était un truc de fou. En fait, c'était que j'avais fait une association entre une chute qui m'avait un petit peu traumatisée dans la voie. Donc et j'avais fait une association entre cette émotion négative et des mouvements, un espèce d'ancrage. Et donc, il m'a fait réaliser l'existence de l'ancrage. À partir du moment où je l'ai réalisé, j'ai pu revisualiser les mêmes mouvements, mais en les faisant en moulinette dans ma tête. Et du coup, j'avais pas d'ancrage, enfin, pas de peur, tu vois, si j'étais en moulinette. Et ensuite, j'ai enlevé la corde dans ma tête. Et voilà. Okay. C'est le truc. C'est magique. C'est mais magique, quoi. Tu vois, en 5 minutes, je suis passée genre, j'arrive à grimper, mais je suis crispée que c'est pas possible. Et l'essai d'après, c'était bon. Okay. Ah non, la prépa mentale, c'est magique. Et pourquoi Angus et pas Olivier ? T'aurais pu te retourner vers Olivier, sachant que ça a toujours marché ce qu'il faisait avec toi. Alors juste, je pense parce qu'Angus, il fait beaucoup de trad. Et je pense que ça m'économisait le fait de lui expliquer plein de choses, en fait. Et alors qu'Olive, il a fait énormément d'encadrement de... Tu vois, il a été entraîneur d'équipe de France. C'est lui qui a emmené Laurence Guyot en compète à l'époque. Donc par contre, le milieu de la compète, il savait exactement de quoi il parlait. Et j'aurais pas pris Angus avant. Je pense qu'à un moment... Non, mais évidemment que tu dois pouvoir travailler avec un préparateur qui comprend rien à ton monde, mais ça me paraissait plus facile. Et puis, je pense que sa personnalité m'a intéressée aussi. Je sais pas, il m'a inspiré confiance, en fait. Ok. J'ai une question. J'ai pas du tout de transition pour cette question. Désolée. Vas-y, allez. En fait, moi, j'ai envie de te questionner sur le sentiment de légitimité. Je te raconte ma vie pour expliquer ce que je veux dire parce que j'ai pas trouvé une autre manière de le faire. En fait, moi, en tant que journaliste, déjà quand je dis aux gens, je dis pas je suis journaliste parce que j'ai un peu de mal. C'est moi qui le dis en général. Ouais, c'est toi qui le dis. C'est grave ça. Et souvent, quand je dis je suis journaliste, oui, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est raconter la montagne. Et du coup, je minimise un peu le truc parce que je me sens pas légitime. Et au début, j'étais là, oui, mais c'est parce que je suis jeune, parce que j'ai pas tant écrit que ça. Mais là, j'ai quand même beaucoup fait de trucs. Et à chaque fois, je me mettais à un palier dans le sens, ouais, alors là, tu seras légitime quand t'auras sorti cette enquête, quand t'auras interviewé telle personne, tu vois. Genre, j'ai un exemple, quand j'ai interviewé Paul Watson, je me suis dit, waouh, tu sais, c'était il y a 2 ans, je sais plus, 3 ans peut-être. Et là, j'étais là, ok, genre, tu peux te sentir légitime, genre vraiment. En plus, après, il m'a fait un retour sur l'article, il a trouvé ça stylé. Quand j'en parlais aux gens autour de moi qui étaient hors du cercle de la montagne, ils voyaient qui c'était. Et en fait, non. J'avais le truc, oui, mais après. Et donc, c'est sans fin, mon histoire. Et j'en discutais avec une copine qui m'a dit, ah, mais déjà, toi, tu te fixes des paliers. Moi, je sais déjà que je serai jamais légitime dans ce que je fais, tu vois. Et donc, je voulais savoir, toi, est-ce que déjà, genre, tu t'es questionné sur ta légitimité, comment ça s'est passé ? À partir de quand tu t'es dit, ok, genre, là, je suis légitime en tant que grimpeuse professionnelle ? Jamais. Ah merde. Ah non, j'ai constamment ce syndrome de l'impostrice.
Ah ouais, on dit imposture. syndrome de l'imposteur, mais on peut dire imposteur. Bah oui, mais je suis pas un imposteur, moi, je suis une fille en fait. Bref, et je crois que de toute façon, c'est très très ancré dans le cerveau féminin. Je pense que c'est même peut-être même au-delà du culturel, c'est peut-être il y a peut-être un peu de génétique. Bon, je suis pas assez calée pour être capable de trancher là-dessus. Mais bah non, regarde, moi, les voies les plus dures que j'ai faites, c'est 8C, allez peut-être 8C+. Maintenant, les filles, elles sont dans le 9B, quoi. 9B+, pardon, 9B+. autant pour moi. Ouais. Autant dire que ça fait loin. Et est-ce qu'il y a un moment... Non, je me suis jamais sentie légitime, parce que même quand je suis rentrée chez North Face en tant qu'athlète, donc je venais de gagner une Coupe du Monde, j'étais quand même clairement parmi j'étais parmi les 4-5 meilleurs de Coupe du Monde. Et ben, je me sentais pas du tout légitime dans l'équipe. Parce que c'était des aventuriers. Et moi, j'étais un petit rat de pan d'escalade, tu vois. Donc, constamment, j'avais l'impression mais qu'est-ce que je fais là? Eux, ils savent faire des trucs de ma boule. Et moi, tout ce que je sais, c'est faire le rat dans ma con. Enfin, voilà, tu vois, ça me paraissait pas intéressant. Et après, je me suis mise à faire des expés. De toute façon, alors, oh là là, tes questions, elles sont longues là. La taille de la question. J'ai quand même eu, a posteriori, j'ai quand même eu de la chance parce que très très tôt, j'ai pu être le leader d'une expé. Mais je l'ai payé un petit peu cher, tu vois. C'était l'expé Zambrocal à La Réunion. Et je me suis retrouvée, c'est moi qui étais, en fait, North Face avait quand même un process assez chouette, c'est que tous les athlètes peuvent proposer des expés et eux, ils choisissent les expés qui leur plaisent. Et ils ont choisi la mienne assez rapidement alors que j'étais athlète depuis 1 an chez eux. Bon, après, ils m'ont donné un budget qui était un peu ridicule, mais comme j'avais un bon petit syndrome de l'imposture, j'ai fait oui, merci. Voilà. C'est un peu dommage parce qu'il est jamais sorti il est sorti un film, mais on avait réuni 3 bouts de cacahuètes a posteriori au lieu d'avoir des super filmeurs dès le départ. Bref, syndrome de l'imposture. Et je me suis quand même trouvée à conduire des géants d'escalade qui étaient quand même James, Jacopo Larcher, Yuji Hirayama et Sam Elias, qu'on connaît un petit peu moins en Europe, à faire une expé pour ouvrir une grande voie en 8C+, quoi. Donc, je me suis transformée en Cruella pour que ça marche, mais ça a marché, de fait. J'ai complètement oublié la question. La légitimité. Et même là, je me sentais pas, surtout là, je me sentais pas du tout légitime. Qu'est-ce que tu vas dire à Yuji d'ouvrir une voie, quoi? C'est Yuji Hirayama. Heureusement, Yuji m'a absolument, mais absolument jamais fait ressentir que que j'étais pas légitime. Enfin, lui, il m'a toujours laissé une place. Je pense que j'ai vraiment eu de la chance d'avoir des gens chouettes. Mais par contre, dans cet environnement, j'ai toujours été la seule fille, en fait. Donc ça, c'est vraiment rude. Et j'ai quand même... James et moi, on a fait plein d'expés, mais j'ai jamais été invitée sur une expé. Donc de toute façon, c'est assez... En tout cas, c'était assez fréquent. Pourquoi on inviterait une fille? Elle va être le maillon faible, de toute façon. Mais là, il y a des blocages de l'espace. Maintenant, ça change, hein, parce que en fait, il y a besoin de mixité dans les expés pour que ça passe d'un point de vue com. Donc c'est bien, mais ça change pas pour les bonnes raisons, mais ça change quand même. Et puis peu à peu, il y a certains garçons qui se rendent compte que non, les filles elles sont capables en fait. Mais donc ouais, voilà. Et puis j'ai quand même réussi aussi à me mettre toujours à l'ombre de James, ce qui m'aidait quand même vachement. En fait, j'ai toujours considéré que j'étais beaucoup moins compétente comme athlète que lui. Lui a assez naturellement, c'est un homme, endosser la responsabilité, prendre la lumière, prendre de la place. Il a toujours su faire, puisque, tu vois, c'est un homme dans une société patriarcale. Il est blanc. Enfin, le chemin était tracé pour lui, quoi. Tu vois, c'était trop facile. Non, bien évidemment, pas du tout trop facile, mais là, ce qu'il a fallu chez James, c'est de déconstruire tout ça, justement. D'ailleurs, ça a très bien marché. Enfin, ça a très bien marché. Il doute pas de lui du tout, mais il a complètement appris à laisser de la place à d'autres personnes, à moi, à d'autres personnes, quoi, en fait. Mais ouais, ça a toujours été bien pratique de pouvoir me mettre à l'ombre de lui. Mais je trouve ça drôle ce que tu dis parce que ça se ressent pas. Enfin,
si je me concentre juste sur le contenu que vous avez produit, les films et tout ça, ce que tu dis, enfin moi je trouve que tu dégages quelque chose et ça fait pas la fille qui se cache derrière, quoi. Moi j'ai pas Après, c'est l'impression. assez arrivé. Là, sur le contenu que j'ai sorti dans les 7 dernières années, j'ai beaucoup parlé de parentalité. Il y a pas mal de films sur. Mais si, bien sûr que si, parce que Mais même avant. en fait, en fait, c'est caché. C'est combien j'ai demandé en budget. Ouais. J'ai jamais, tu vois. Je vais te dire, Zambrocal, cet expé. Si je la refaisais, je serais tellement plus arrogante, tu vois, et tellement plus en train de demander. Mais là, je sais que ce que je fais, c'est bien. Ouais. Je sais que je produis un truc bien. Maintenant, vous bougez pour me donner les finances pour qu'on sorte un beau film, quoi. Et vous bougez pour qu'on fasse une belle com derrière, parce que l'histoire, elle est belle. Voilà. Mais je n'avais pas les couilles, en fait, de faire ça à l'époque. Et même, je vais te dire, mon dernier film, Kindness, encore une fois, il a été fait avec 3 cacahuètes. Parce que je me suis dit, la seule façon que ça passe, c'est si je demande un tout petit budget. Rafuro, il a été vraiment cool, il a été accepté de travailler pour vraiment pas grand-chose. Alors que je sais que sans doute, si j'avais été un garçon, j'aurais eu beaucoup moins de problèmes à demander beaucoup plus, en fait. Mais ça, enfin, il y a plein de choses. Il faut que ça avance dans notre société, mais on peut pas non plus avancer plus vite que la musique. Il y a plein de choses à déconstruire. Il y a plein de choses dont je suis consciente sans arriver à les déconstruire chez moi. Voilà. Mais finalement, tu fais, au début là de ta réponse, tu faisais le parallèle entre sentiment de légitimité et performance. Et pour moi, c'est pas forcément lié. Parce qu'en fait, je pense que c'est une question de définition. Genre, ça veut dire quoi vraiment grimpeuse professionnelle? Est-ce que c'est juste une personne qui performe et qui fait des jolis trucs et qui est payée pour ça? Est-ce qu'il y a le côté, comme tu disais, ces dernières années, un peu plus sociétal, avec des discussions plus ouvertes, etc., genre faire bouger la société? C'est quoi, en fait? Oui, mais tu vas toujours te retrouver... Non, alors c'est pas vrai. En tout cas, quand t'es jeune athlète, t'as toujours l'impression que tu... En fait, James et moi, on s'est même caché, en fait. On est allé dans le Gard les premières années, où il y a quand même pratiquement pas de grimpeurs, parce que c'était plus facile d'aller sur des falaises où on allait être tranquille, plutôt que d'aller dans des falaises où il y avait plein de monde, où tout le monde allait nous regarder en se demandant, mais pourquoi est-ce que eux, ils sont grimpeurs pro alors qu'ils tombent dans des CETA, quoi. Enfin, bon, Ah ouais, hyper ça intéressant. arrive pas souvent quand on a du CETA, mais ça arrive aussi. Et Ça arrive à plein de gens, si je peux te rassurer. Ouais, mais d'ailleurs, James, il a adoré, tu vois, il a eu la chance de passer un peu de temps avec Adam Andra quand Adam a fait Bon Voyage. Et en fait, il m'a dit, ce qui m'a complètement retourné, c'est qu'Adam, il est tombé dans la partie en 7B de Bon Voyage parce que, en fait, il grimpe vite et du coup, il prend des risques et des fois, il s'éclate dans du 7B pour Adam Andra. Enfin, tu vois, 7B pour Adam Andra. Du 9 à vue, donc voilà. Ouais. Et de façon très décomplexée, tu vois. Mais là, à 40 ans, je suis capable de tomber dans du CETA sans aucun problème. Ça va, tout va bien. Ma légitimité, j'en ai plus besoin, je pense. Et puis là, en plus, j'ai de la chance. Je suis passée dans une phase de transition qui me va parfaitement. On est passé chez La Sportiva et on a quitté North Face. Et du coup, je ressens encore moins ce poids parce que c'est une entreprise qui nous a choisi vraiment plus pour nos personnalités que pour le chiffre, quoi. Voilà. Oula, je m'explique très très mal, mais... non, mais je trouve que c'est clair. Mais ouais, la légitimité. Quand j'ai lancé Grimpeuse aussi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais à lancer une asso? J'ai jamais fait d'asso. Je sais pas comment on fait ça. Pourquoi les gens viendraient? Les gens sont venus. Tout est relatif, hein. Tu pourrais vouloir plus aussi, mais... Non, mais bien sûr, Grimpeuse fonctionne très bien. Et sans moi, d'ailleurs, des fois. Du coup, est-ce que t'es pas, genre, jamais satisfaite? Finalement, ça vient... Ouais, bien sûr. Mais comme tout le monde, non? Ouais, je pense. Enfin, je sais pas. Hein. Moi, je connais du monde qui sont pas trop dans le milieu montagne et tout, mais... Ils sont là, genre... Qui sont fiers d'eux, quoi. Moi, c'est bon, je suis bien. Moi, c'est bon, genre... Mais ça, à mon avis, c'est une façade.
Ouais, peut-être. Et puis en plus, quand tu as une éducation d'athlète de haut niveau, en fait, tu vas toujours au-dessus, en fait. Parce que jusqu'à ce que tu aies gagné, et en fait, puis même si tu gagnes une fois, il faut réussir à gagner la saison. Et puis si tu gagnes la saison, il faut réussir à maintenir. Enfin, tu vois, tu n'es jamais arrivé, en fait, je pense, en tant qu'athlète. Intéressant. Il faudrait demander à Gnagna. Ouais. Est-ce que tu te sens légitime? Double championne olympique. Si elle te dit non, là tu dis c'est mort. On arrête de chercher. Franchement, un jour je l'ai en interview, c'est la première question que je lui pose. Mais ouais, peut-être qu'elle va garder la face en disant bien sûr que oui. Et autant elle va pas se dévoiler parce qu'il y a aussi un intérêt. Alors moi j'ai un souvenir assez bizarre quand même. Hein. J'étais au Japon avec James dans un dîner et on était à table avec Akio Noguchi et mince. Elle a fait 3e à Tokyo, je crois. Et son ex-copain. Ah, ça, je suis pas calée. Oh là là. Bon, bref. Pas Tomoa, celui d'avant. Oh, au secours. Pardon. Bon, bref, ça arrive d'avoir des trous. Et donc, elle et lui, des dieux de l'escalade vivants, quoi. Hein. Et à un moment, ils nous disent, mais comment vous faites pour être aussi fort parce que... Ah non. Ils nous demandaient des billes sur comment être un athlète pro. Et à la fin, ils nous disent, oui, mais vous êtes vraiment fort en escalade, donc... Mais c'est plus compliqué pour nous. Et là, je suis restée sur le cul, quoi. Pardon, qu'est-ce que je viens d'entendre, là? Akio Noguchi qui me demande... là, j'avais pas de réponse, tu vois. J'ai juste pas su, lui, il a rassuré là. Donc voilà, c'est sans fin, en fait. Voilà. Et c'est vraiment un pilier en matière de solidité en escalade, quand même. Oui. Alors, j'ai une autre question. Au début, tu vas voir, on sort un peu du milieu de la montagne. Alors, on m'a conseillé un livre il y a pas longtemps. Ça s'appelle Célèbre. Je te le filerai si tu veux, il est vraiment bien. Je le prends un peu mal qu'on me l'ait conseillé, du coup. En fait, ça suit une femme qui est vraiment, déterminée à réussir. Et donc, elle réussit. C'est quoi réussir? Elle devient chanteuse. Ok. Elle voulait être célèbre, en fait, dans sa vie. C'était ça pour elle réussir. Et en fait, au tout début, elle commence à chercher les domaines dans lesquels elle a les capacités de réussir. Donc juste, elle veut réussir. Elle s'en fout que ce soit, je sais pas, dans du ping-pong ou dans... Et donc en fait, et vraiment, elle travaille et ça bouleverse aussi ses relations avec les autres et tout. Donc elle réussit, elle est célèbre et machin. Puis après, tu suis son parcours dans la célébrité. Vraiment, je suis trop fan de ce livre. Et il commence, je te lis la citation et j'aimerais avoir ton avis après là-dessus. Donc, il faut se concentrer. Alors, attends, la citation, il faut vraiment que je lise là. Le livre, il commence comme ça. La célébrité est ma vie, celle que je savais que j'aurais, celle que j'ai fait en sorte d'avoir. Est-ce que j'étais préparée à un tel succès? Bien sûr que oui. J'ai toujours considéré que ce qui m'attendait n'était pas une existence, mais un destin. Ma route serait exceptionnelle, ma trajectoire hors du commun. Je vais avoir ton avis là-dessus. Purée de petits pois. Je vois pas comment tu peux écrire ça. De façon en y croyant pour de vrai. Ah non, mon avis là-dessus? Ouais. Ah bah, une extraterrestre, quoi. Ok. Parce que moi, je pense que, tu vois, il y a des gens qui savent qu'ils veulent réussir et ils savent pertinemment. Je sais pas, quand tu t'engages quand tu fais tes premières compètes à 11 ans, est-ce que tu te dis, là, je veux être parmi les stars de l'escalade? Est-ce que, en fait, si t'as pas la conviction profonde que tu vas réussir et que tu vas... Bon, après, on parle d'être célèbre dans l'escalade, donc c'est quand même un peu modéré, tu vois, mais... Bah après, il faut revenir en arrière. J'imagine que tu as appelé la question à moi, quand même. Oui. Mais d'abord, moi, j'ai commencé à une période où l'escalade, c'était pas au JO, c'était... Tu voulais... Ouais, non, bien sûr, il y avait des superstars en France, hein, c'était Linger et Catherine Destivelle, mais... Bah voilà, je vais te dire... Oh là là, les trous de l'espace, quoi. Il me manque un nom. Eh ben en fait, je peux te citer des filles ou même des hommes qui ont gagné des championnats du monde que tu connaîtras pas, en fait. Enfin, toi, tu les connais, mais personnellement... Ben voilà, Sandrine Levé. En fait, elle a jamais fait ça pour la célébrité, elle a fait ça pour se pousser au plus haut, pour voir jusqu'où elle était capable d'aller, pardon.
J'ai certainement pas commencé à faire des compètes pour la célébrité, je pense. Non, pour être la meilleure. Rien à voir. C'est pas pareil. Par contre, être la meilleure, ça, j'ai toujours voulu le faire. Et ça, c'est un résultat de mon éducation. Tu peux développer? Eh ben, en fait, mon père, il est asiatique. Il y a une vraie culture dans le monde asiatique de l'excellence. Parce que, en fait, c'est une société qui est beaucoup plus dense en population. Et donc, c'est le marche ou crève, quoi. Si t'es pas le meilleur, t'auras une vie de merde. Et donc, mon père m'a vraiment inculqué il faut que tu sois le meilleur. Et ma mère, qui est pas du tout asiatique, mais qui était pas du tout asiatique, eh ben, je sais pas, elle était très, très élitiste aussi. Sans doute, je pense, pour que j'accomplisse à sa place, un petit peu. Et je sais pas, moi, c'était en CP, il fallait que je sois première de la classe. Je l'ai été. Dans mes galas de danse, il fallait que je sois devant sur la scène. J'ai fait énormément de tennis. Quand je dis il fallait, c'est pas... Oui, évidemment, ils m'ont poussé, mais du coup, c'était complètement intériorisé. Je voulais être championne de tennis. Du coup, j'ai gagné les championnats de La Réunion. Et c'était évident, quand j'ai démarré les compètes d'escalade, je voulais gagner, quoi. Après, gagner quoi, je savais pas, en fait. Et il y a un moment où, à 16 ans, je suis allée voir une Coupe du Monde. J'avais été invitée parce que j'avais gagné les championnats de France. Et je suis allée donc 12 000 km toute seule à 16 ans. Et quand je suis rentrée, dans l'avion, j'ai écrit, je l'ai plus ce cahier, c'est dommage, je veux faire partie de ce monde des étoiles. Et là, j'ai changé ma vie, tu vois. À 16 ans, je suis partie de La Réunion, j'ai quitté mes parents, je suis allée au Crêpes en Pôle Espoir. Et à partir de là, en plus, je me suis mise avec Coco, qui était mon amoureux, mon copain, mais aussi mon entraîneur, qui me poussait forcément dans la même direction, puisque tu deviens pas entraîneur, d'abord entraîneur de pôle, mais ensuite entraîneur national, si t'es pas élitiste. Pardon. Voilà. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc, j'ai toujours vécu dans un environnement jusqu'à mes 25 ans extrêmement élitiste. Pour moi, c'était ça l'objectif de vie, quoi. Mais quand tu parles d'étoiles, les étoiles de l'escalade, ce dont tu voulais faire partie, il y a une notion de briller. Oui. Mais je pense pas que c'était très très lié à la célébrité. Et est-ce que c'était le côté être meilleur? Je pense qu'il y a deux moyens de l'être. Est-ce que t'es meilleur, en mode la meilleure version de toi-même, ou est-ce que t'es meilleur en écrasant? En écrasant. Option 2 pour moi. Mais est-ce que ça n'a pas évolué avec le temps? Ah si, à un moment, en fait... Alors, 1h30. Les gars, si vous voulez continuer le podcast, désolé, il est long, mais Coralie rentre dans les questions. En fait, moi, je voulais être la meilleure. Je détestais mes adversaires. C'est vraiment vrai. Et puis, assumé et encouragé par mon environnement, d'ailleurs. Hein. C'était une époque aussi où l'équipe de France, les entraîneurs, et pas que mon copain, hein, les entraîneurs nous disaient vous allez à la guerre. Voilà. Donc, tu vois, on chantait la Marseillaise avec agressivité. Et d'ailleurs, les autres nations le disaient. Alors, les Français, ils sont vraiment un petit peu à part. Ils sont très chauvins. De toute façon, les Français, on est chauvins de base. Et puis, à un moment où, en fait, il y a une espèce de décalage, tu vois, avec d'autres valeurs de ma vie. Où, d'un autre côté, quand j'avais 12 ans et que j'ai commencé l'escalade, je m'étais dit, la meilleure chose que j'arriverais à faire de ma vie, c'est d'être encadrant en escalade bénévolement, de donner l'escalade à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc tu vois, il y a un grand écart de valeur en fait que j'arrivais plus à résoudre en fait, un conflit. Et donc quand je dis qu'à 25 ans il fallait que j'arrête les compètes, c'était pas juste une histoire de problème de troubles alimentaires, c'était une histoire d'identité. J'étais devenue une personne que je détestais quoi. Tu vois, j'allais voir les autres filles après mon passage, et dans ma tête, c'était tombe. Je voulais qu'elle tombe. Parce que si elle tombait, j'étais devant elle. Et c'est noir, mais moi, je suis quand même persuadée qu'une grosse partie de la compète, c'est ça. Hein. En fait, on vit quand même dans un monde... on fait l'apologie de la compétition dans tous les sens, et sportive. Et en fait, la compétition, c'est quand même de l'écrasement. Hein. Parce que si on parle de, oui, faire le meilleur de toi-même, mais pourquoi tu as besoin d'aller te mettre en compétition avec d'autres? Parce que c'est toi-même, rien à voir. Enfin, je veux dire, si tu fais du 5B parce que, je sais pas, moi, il te manque une main ou quoi que ce soit, et ben en fait,
tu peux aller chercher le meilleur de toi-même sans écraser qui que ce soit, quoi. Enfin, il y a vraiment zéro besoin de faire de la compétition pour chercher le meilleur de toi, quoi. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est, je reviens toujours à l'article du début de quand tu gagnes Chamonix. Il y a un petit paragraphe là-dessus où tu dis que mentalement, ton rapport à la compétition, il a changé. Je te l'enverrai, il est court, mais intense. Hein. Et du coup, tu dis que t'es passé dans le truc de... En vrai, t'étais OK de partager la victoire avec les 3 autres filles. Alors qu'avant, ça, peut-être que ça t'aurait un peu plus dérangé, mais que là, maintenant, ton rapport à la compétition, il était peut-être un peu plus sain. Je sais pas si tu utilises ce mot dans l'article, mais du coup, voilà, c'est un peu l'idée. Ben oui, je pense. Alors, je m'en rappelle pas énormément, mais oui, à la fin, en fait, j'avais changé. D'abord, j'étais plus en France. Je m'entraînais à moitié en Autriche. Du coup, tu vois, pour déjà faire cette démarche-là, c'est que t'as un peu changé. Du coup, je passais plus de temps avec des athlètes qui avaient des mentalités complètement différentes. Mais bon, ça m'allait plus pour autant. Finalement, 6 mois après, j'ai arrêté la compète, quoi. Je crois que j'avais besoin d'aller chercher autre chose que cette compétition directe, quoi. Mais je sais que tu peux faire de la compétition sans être dans le tombe et la haine de l'autre. Hein. J'ai vu des athlètes le faire, pas beaucoup. Mais parce que là, moi, je trouve quand on regarde l'équipe de France, après c'est qu'une lecture extérieure, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous potes et qu'ils veulent tous réussir et qu'il n'y a pas ce truc. Dans une certaine mesure, je pense que c'est vrai. En tout cas, sur certains athlètes. Après, ce qui se passe clairement... Enfin, d'abord, je suis pas sûre qu'à l'époque, j'aurais été capable de dire ce que je suis en train de dire maintenant sur la façon dont je pensais, parce que j'aurais pas assumé publiquement. Alors que maintenant, j'assume. Parce que, facile, je pense que j'ai évolué. Donc, Et puis, bon, après, tu sais jamais exactement ce qui se passe dans la psyché d'un athlète, même quand tu es très très proche, des fois, l'athlète, il en est même pas conscient, en fait. Mais, alors, j'ai eu la chance, l'année dernière, j'ai fait un film avec Molly Thompson. Et c'était pendant les JO. Le film, il a duré un peu 2 ans. Donc, j'ai vraiment eu la chance de passer du temps près d'athlètes de compétition. Je pense qu'au début, je me suis dit que le milieu avait vraiment beaucoup évolué, qu'il était beaucoup plus sain. Et avec du recul, en fait, je pense que c'est pas vrai. Il y a peut-être d'autres sources de... En fait, maintenant, de ce que j'ai vu, la pression est vraiment décuplée du fait des JO, en fait. En fait, ils attendent tous une échéance qui revient seulement tous les 4 ans, une fois tous les 4 ans. Et en fait, si tu vas pas au JO, t'as raté. Voilà. Donc là, jusqu'à présent, ça fait 20 athlètes au monde. Hein. Et même si tu vas au JO, même une Molly, qui allait au JO, mais du coup, elle a pas passé le tour des qualifs, et elle a vraiment mal vécu le fait d'avoir été juste une figurante des JO, quoi. Donc ça fait vraiment pas beaucoup de gens contents, hein, au final. Puis même après, les gens contents, par exemple, Yania, elle n'est pas en Coupe du Monde, là. Parce que les JO, je pense, ça a usé mentalement. Du coup, après, ça te crée une année où, genre, faut se remettre dedans et tout. Ouais, la dépression post-JO, enfin... ouais, c'est chaud. Non, c'est un drôle de monde, hein. C'est finalement quand tu vois ce qui s'inflige à eux-mêmes, les compétiteurs, tu vois les plus et les moins. Après, j'encourage quand même des compétiteurs, hein, tu vois. Même dans mon nouveau... mon nouveau boulot, c'est d'encadrer... Enfin, je suis encore athlète, mais je suis aussi coordinatrice d'athlètes pour la Sportiva. Et mon nouveau boulot, c'est d'accompagner aussi des compétiteurs dans leur carrière. Et donc, j'accepte ce système. Mais j'en vois les limites quand même. Hein. Intéressant. Ça me permet une transition. En fait, pour préparer ces questions, j'avais un peu peur vu que je te connais très bien, de tomber dans l'ultra spécifique. Donc, j'ai fait appel à une amie en l'occurrence. En gros, j'ai dit à Éléonore, qui est l'épisode de la Via Alpina numéro, je sais plus, 3, 4. Je lui ai dit qu'il te connaît pas tant que ça et qu'il connaît pas tant le milieu de l'escalade que ça. Enfin, moins que nous, quoi. Et je lui ai dit, si t'avais en face Caro, je lui ai dit, voilà, on va parler de mental. C'est quoi la question que tu lui poserais ? Et donc,
J'ai trouvé sa question super, du coup je te la pose. Puis j'étais obligée de la créditer, tu vois. Elle m'a dit c'est quoi les valeurs qui animent Caro aujourd'hui et comment est-ce qu'elles ont évolué? Donc alors voilà. Ok, ça va prendre du temps, ça encore. Presque fini. Merci, Éléonore. Non, mais très bonne question. D'abord, j'ai changé beaucoup parce que je suis une maman. Et ça, quoi que tu veuilles, si tu vas vers la parentalité en pensant que tu resteras la même personne, tu t'es mis le doigt dans le nez jusqu'au fond du cerveau. Voilà. Donc, je pense que en tant qu'athlète, je suis encore quand même très égoïste, mais mes enfants m'obligent à devenir beaucoup moins égoïste et donc plus altruiste. Ouais, donc on pourrait dire que je suis pratiquement une communiste maintenant, tu vois. J'ai vraiment des valeurs d'essayer de s'entraider, même si dans mes valeurs, je suis en contradiction avec moi-même parfois parce que je suis quand même encore assez compétitive. Tu vois, je vais me retrouver des fois en falaise sur un de mes projets avec une autre athlète et j'ai des instincts de me dire j'espère que je vais faire le projet avant elle. Mais je suis obligée de faire une discussion avec moi-même pour arrêter ça, quoi, parce que je suis plus d'accord avec ce genre de comportement et pourtant ils sont encore ancrés en moi. Donc je crois que mes valeurs, elles sont un peu open quand même. Je comprends qu'on puisse être extrêmement compétitif dans une phase de sa vie. Je pense quand même qu'il faut être incapable de grandir au-delà de ça au bout d'un moment. Une valeur hyper importante pour moi maintenant, même si Coralie dirait que c'est du bidon ce que je raconte. Je suis venue en camion jusqu'à Briançon parce que c'est mon seul véhicule. J'aurais pu prendre le train si j'avais été plus organisée. Mais essayer de vraiment baisser mon empreinte carbone. Et ça, c'est juste une valeur de préserver le futur de mes enfants, quoi. Moi, je trouve, t'es là, tu dis oui, machin, je vais critiquer et tout. Mais déjà, par rapport à un nombre d'avions par an assez... j'ai progressé, mais quand t'es vraiment au fond... Au fond du classement, on va dire, d'écologie, c'est facile de remonter. Donc oui, avec James, on a pris plein de décisions. On essaie vraiment de plus prendre l'avion. On essaie vraiment de privilégier la micro-aventure plutôt que la macro-aventure. Mais c'est aussi un ralentissement, tu vois. Ouais, je sais pas, quand t'es jeune, il faut beaucoup de choses pour être émerveillé. Ce qui est couillon quand même, parce que quand t'es un enfant, il faut pas grand-chose. Et encore une fois, mais je crois qu'en fait, toutes mes valeurs, elles ont tellement évolué à cause de mes enfants. Je me rappelle un moment... Grâce peut-être. Oui, bien sûr, grâce à mes enfants, bien sûr. Un moment un peu décisif, je me rappelle, Arthur, il avait 1 an et il était assis dans du gazon et il était complètement... Tu vois, il caressait le gazon avec ses mains et c'était genre l'extase. Et là, je me suis dit, mais il a raison, quoi. Alors que, en fait, du gazon, en tant qu'adulte, ça ne fait plus rien, quoi. Et ça devrait, parce que, en plus, moi, je suis prof de bio, de la biologie moléculaire, j'en ai fait plein. La complexité de la machine du vivant, je la connais. Et justement, je la connais pas, parce qu'en fait, personne ne peut la connaître, parce qu'elle est tellement... Tu vois, je vais prendre une lame de gazon, il y a tellement de complexité que dans toute ma vie, j'apprendrai jamais à tout comprendre de cette toute petite lame de gazon. Donc en fait, c'est quand même vraiment bête de devoir s'agiter dans tous les sens pour être émerveillé, alors que c'est là, quoi, juste là, quoi. Après, on peut s'agiter dans tous les sens sans avoir une empreinte carbone ultra élevée. Mais c'est pas juste, tu vois, c'est pas juste une histoire d'empreinte carbone, c'est une histoire de besoin de faire des grandes choses tout le temps, quoi. C'est genre, il faut que je fasse une méga croix pour être super content, il faut que je... mais ça, c'est quand même vraiment un chantier dans lequel j'ai encore un petit peu de... Je suis pas très très forte quand même, mais essayer d'être plus dans le plaisir des petites choses, quoi. Genre... Dans l'être plutôt que dans le faire, quoi. Ouais, tu vois, tu finis ta journée, et oui, t'as rien fait d'exceptionnel. Aujourd'hui, je suis allée à Elfrade. J'ai promis à mes beaux-parents un ruisseau avec les pieds dans l'eau et j'ai promis aux enfants de jouer dans... Il y a pas d'eau. Dans du sable. J'avais 20 degrés d'erreur. Donc, en fait, il y avait 1 mètre de neige. Mais c'était génial. Donc, on était en chaussures de course. C'était carnage. Pas du tout étanche. Mais en fait, on s'est fait surprendre par le silence qui est très particulier quand il y a de la neige. Enfin, il neigeait pas, mais la montagne, quand il a neigé, tu vois, ça ce silence coton, en fait.
Et je me suis dit, ben, en fait, ouais, je vais faire une balade on a dû faire, je sais pas moi, 500 mètres évidemment, sur de la neige. C'est pas du tout un super sportive achievement. Mais en fait, c'était génial. Mais en fait, juste parce que t'étais à aile froide. Enfin, genre, Ouais, déjà, mais c'est génial, en fait. Tu prends le lieu, genre, quelqu'un qui est à Marseille, en banlieue, et tu lui dis, ouais, j'étais juste à aile froide. Tu lui fais une photo du lieu, il va ouais, dire, bien sûr. ouais, Bah tu oui, vois. oui. Du coup, c'est... Ouais, mais en fait, moi, en tout cas, il faut que je me fasse violence, en fait, pour m'émerveiller de ce que j'ai dans mon quotidien. C'est un apprentissage et je suis en début d'apprentissage. Mais tu sais, ce qui est hyper drôle, c'est que tu m'as appris à m'émerveiller de mon quotidien. J'ai vraiment un souvenir de fou. Genre, je devais avoir 18 ans. Et tu vois, moi, dans le Gard, j'étais hyper blasée. Pour moi, tout était moche. Genre, c'était chiant. Enfin, genre, c'était relou, tu vois. J'étais là, je disais à mes parents, moi, ma vie, c'est à la montagne. Chez vous, c'est moche. Je m'en Enfin, rappelle genre, parfaitement. tu vois, j'étais vraiment dans un truc. Quand je revenais de la montagne, j'étais dans un truc, mais ça y est, retour à la vie de merde. C'est moche. C'est plat. Sauf que j'avais vu sur le Ventoux depuis chez mes parents, ce qui est quand même pas si pourri. Et en fait, j'ai un souvenir où on était monté au château de Saint-Victor et il y avait coucher de soleil avec Miel et Ina. Et tu me disais, ah ouais, il y a ça là-bas et tout. J'étais là, ouais, ouais, je sais. Et je sais pas, et à un moment, j'ai fait, ah, c'est pas si pourri, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et ça m'a vraiment appris à me dire, j'ai vraiment ce moment, genre, je l'ai tout le temps en tête. Et ça m'a fait switcher en mode, ok, tu peux arrêter d'être blasé des trucs de base, parce qu'il y a plein de touristes quand ils descendent dans le Gard et trouvent ça trop chouette et tout. Et puis l'endroit est quand même beau. T'étais en haut d'un château fort quand même. Hein. Ouais, coucher de soleil et tout. Et j'étais là, waouh, mais finalement, c'était à 10 km de la maison de mes parents. Et j'ai fait, waouh, c'est fou. Donc finalement, tu m'as appris. Mais vraiment, moi, vraiment, à chaque fois, j'en parle aux gens, je dis, mais ça m'a été mon déclic de dire, ok, il n'y a pas que à aile froide que c'est super. Et finalement, de voir que toi, t'es encore dans le process, genre 8 ans après. Bah. Ouais. je crois que j'ai pas. Je pense que c'est mon impatience aussi. Tu sais, quand t'es un. Bah, t'as passé toute ta vie à être athlète, t'as l'habitude d'une dépense physique très très élevée. T'as une exigence envers toi-même. Et du coup, ouais, une partie de moi me dit aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de m'entraîner parce que j'ai préféré privilégier passer du temps avec la famille de James parce que c'est des gens importants, quoi, en fait, tout simplement. Et passer du temps avec mes enfants. On allait au jeu d'enfants à aile froide, tu vois. Et pourtant, en fait, c'était une super journée. Mais il faut que je me fasse violence, en fait. Parce que j'ai pas coché toutes les croix dans ma journée, en fait. Il y avait ma planif ça fait 3 semaines que j'arrive pas à faire tout ce qui est dans ma planif. Et donc, il y a une partie de moi qui est insatisfaite. Ouais, mais je peux comprendre. Tu vois, moi, quand j'explique aux gens que je vais courir le matin, ils me disent, mais pourquoi ? Et je le prends en mode, c'est comme si tu te brosses pas les dents. Tu vois, il y a un petit truc qui va pas. En fait, t'es addict, hein. T'es addict à l'effort physique, quoi, en fait. Enfin, mais je sais pas si c'est addict. C'est juste, c'est un besoin. Enfin, genre, de base, les êtres humains, ils sont nomades. Donc, t'as besoin de bouger, de te dépenser. On n'est pas là pour avoir une l'addiction, oui, c'est une bonne addiction. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de te désintoxiquer de la course. Je pense pas que ce soit nécessaire. Mais la grimpe, c'est pareil. C'est encore pire, la grimpe. Enfin, genre, Et puis, ça prend du temps. Ouais. Donc, j'arrive en général pas à faire tout rentrer dans ma journée. Donc, je suis quand même assez souvent... Ou alors, tu vois, si j'ai tout fait rentrer, j'ai pas pris le temps de jouer avec mes enfants vraiment en pleine conscience. Et ça, c'est quand même très dommage parce qu'ils grandissent méga vite. Ils ont déjà 3 ans et demi et 6 ans et demi. Et bon, je vais être honnête, hein, les 6 premiers mois, si j'avais pu faire la croix et ignorer ça, ça m'aurait bien été. Il y a plein de gens qui trouvent qu'un tout petit bébé, c'est hyper mignon. Moi, je trouvais ça vraiment dur, quoi. Trop... Vraiment, j'avais trop disparu derrière les besoins de mes enfants. Après, c'est peut-être des bébés, ou genre, je pense que c'était l'électrochoc, la vie de l'athlète professionnel qui dort 12 heures par jour quand il veut et qui s'entraîne comme il veut et qui fait que ce qu'il veut. L'atterrissage était peut-être trop raide pour que je le vive bien. Mais voilà, donc j'arrive pas à faire tout rentrer dans mes journées. Et du coup, c'est un apprentissage, se satisfaire de ce que tu arrives à faire.
Mais après, finalement, tu crées un peu de frustration et quand tu y retournes, tu prends plus de plaisir. Genre, si tu loupes une séance, la séance d'après, tu te dis, ah, Ouais, c'est t'es cool. satisfaite de toi, bien sûr. Ouais. Mais du coup, quand ça fait 3 semaines que t'as pas réussi à faire rentrer toute ta planif dans ton emploi du temps, eh ben, t'as un peu l'impression, parce que tout est possible. Donc, clairement, c'est que t'as pas fait assez d'efforts là-dessus, quoi. Je suis pas totalement d'accord avec ça, mais on va avancer, sinon on va jamais finir. J'aimerais parler de grimpeuse un petit peu parce qu'on n'en a pas trop parlé du tout. Donc, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent savent ce qu'est grimpeuse. En gros, c'est un espace pour les femmes dans l'escalade, si je devrais vraiment synthétiser. Et je voulais savoir ce que ça t'avait apporté personnellement. Waouh! Et ouais, toujours une petite question rapide à répondre. J'ai bossé, hein. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a appris énormément de choses. D'abord, waouh! D'abord, ça m'a fait énormément progresser sur le féminisme, en fait. Pourquoi on en avait besoin. Moi, je pense que j'avais. Évidemment, j'ai démarré grimpeuse, donc j'avais cette sensation d'un besoin. Sinon, je me serais pas lancée. Mais il y avait vraiment plein de choses inconscientes. Et plein de. Ouais, des trucs que je touchais du doigt sans les maîtriser. Enfin, je maîtrise toujours pas grand-chose, mais je pense que maintenant, je commence à comprendre mon sujet. Je pense que c'est vraiment un truc super important dans notre société qui est complètement ignoré par pas mal de monde quand même, y compris des femmes, y compris des hommes. Ouais, en fait, j'ai tendance maintenant à tout ramener au genre, en fait. Donc, j'essaie quand même de pas. Évidemment, c'est pas le seul. Mais bon, vu que je maîtrise ce sujet, je comprends toutes les implications. Enfin, je comprends pas mal d'implications. Donc voilà, ça m'a appris ça. J'ai dansé le truc vraiment à tâtons. Et puis maintenant, c'est une vraie asso avec des vrais bénévoles. On fait des vraies assemblées générales avec des comptes rendus. Et en fait, on a une vraie synergie, tu vois, ça marche. De toute façon, tu vois très bien. En fait, ça marche vraiment. Alors bien, évidemment, la collaboration entre humains, elle est complexe. Mais quand t'es un athlète, en fait, t'as jamais travaillé qu'avec toi-même. Tu vois, c'est facile de faire avancer un projet tout seul et de s'énerver parce que, je sais pas, moi, tes produits ou tes habits, ils arrivent pas à temps. En pensant que ça devrait être simple. Mais une fois que tu mets les mains dans le cambouis d'un travail en commun, en fait, tu comprends. La mise en commun des cerveaux, elle est complexe. La mise en commun des émotions, la gestion des conflits, elle est complexe. Donc ça, j'apprends plein de choses tout le temps. En ce moment, il y a mon nouvel apprentissage, c'est en fait, à Grimpeuse, on est dans une phase de transition parce que comme j'ai plus trop le temps parce que j'ai démarré mon nouveau boulot, et j'ai lâché plein de choses. Et en fait, je pense que j'avais peur je suis presque sûre qu'il y a quelques mois, je te l'ai dit ça. J'espérais que la Grimpeuse allait voler de ses propres ailes. Pas sans moi, mais en tout cas avec une implication de ma part beaucoup moins élevée. Évidemment, d'un certain point de vue, j'ai une grosse culpabilité de moins faire. Mais une énorme satisfaction de voir qu'en fait, les filles, elles se sont emparées du truc. Et que ça marche très très bien. Il y a plein de nouvelles initiatives, là. Grimpeuse fait plein de super trucs. Là, je dis on, mais moi, j'ai rien fait. Elles ont démarré les sessions sociales. Ça veut dire que carrément, on va pouvoir faire des cours d'escalade gratuits pour des femmes qui sont dans des situations de vie extrêmement difficiles. Voilà, c'est génial. Enfin, c'est pas gros, c'est petit. Mais je trouve ça hyper beau, quoi, que tout paraît simple, hein. L'idée, elle est simple. Mais Ouais. la faire, c'est autre chose, hein. Oui, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ça m'apprend? En fait, j'apprends tout le temps plein de choses, en fait. C'est sans fin. Et puis, qu'est-ce que j'apprends en ce moment? Ouais, gérer ma frustration et ma culpabilité. Des fois, je me dis, mais en fait, en ce moment, hein, est-ce que ma motivation intrinsèque à Grimpeuse, elle était pas pure? Bien sûr qu'elle n'était pas entièrement pure, mais Ça n'existe pas, les motivations pures. non, bien sûr. C'est comme la perfection, ce genre de truc, ça n'existe pas. Ouais. Je suis désolée. Mais du coup, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais à chaque fois que j'y retourne avec plaisir. Là, on a encore, comme c'est du bénévolat, c'était dimanche soir 7h. Pas toujours facile avec une famille quand même. Ça veut dire que
vu qu'on n'a pas vraiment une grande maison pour l'instant, enfin on vit dans un studio, et ben je vais m'enfermer dans le camion pour faire la réunion. Et au final, j'y vais souvent à reculons en me disant mais dimanche soir 7h, je préférais faire la fin du dîner avec les enfants et puis me mettre devant une bonne série ou qu'est-ce qu'on regarde en ce moment, un film un petit peu bête, Batman. Ah super. Mais en fait, j'aime bien des fois, de temps à autre, des films pas trop intelligents. Tous les fans de Batman, là, tu te les as mis à dos. Hein. Quand t'as dit des films pas trop intelligents. Bah ouais, en plus, Batman, c'est vraiment pas si bête, je trouve, quand même. Il y a des trucs chouettes. Des trucs nazes, hein, mais... Bon, bref, on va pas parler de Batman, on s'en fiche. Et finalement, je sors de 1 heure de réunion Zoom épanouie, quoi. Et trop fière des filles, de voir ce qu'elles font, Ouais, cool, quoi. Trop bien. Ouais. Et ça fait en plus un lien avec la présentation que j'ai faite de toi en disant que tu étais épanouie dans tes projets. Et là, tu me dis épanouie. Bah, c'est pas mon projet, hein, Ouais. Grimpeuse, c'est notre projet. Hein. Bah, de base, c'est ton projet, c'est toi qui as lancé ça. Oui, mais bon, Après, c'est plus mon bébé, et c'est très très bien comme ça, d'ailleurs. Bah écoute, j'ai juste une dernière question. Et elle est rapide, vraiment. Elle est vraiment rapide et je voulais la sauter, mais je me suis dit non, c'est trop dommage. Je voulais savoir s'il y avait une phrase qu'on t'a dite un moment dans ta vie et qui est restée toujours gravée en toi et qui, soit tu te la ressors en disant waouh, il y a ça, soit ça te sert, ou soit il n'y a pas du tout de phrase et du coup la conclusion sera nulle. Non, j'en ai plusieurs. J'en ai vraiment plusieurs, mais là, comme ça, tout de suite, qui me vient, c'était une phrase de Jérôme Meyer. Je me rappelle, j'étais à Arco. Jérôme Meyer pour... J'ai cité plein de gens, mais je suis un dinosaure, hein, donc bon. Mais bon, Jérôme Meyer, il a gagné... C'était avant les Coupes du Monde, mais il a gagné plein de... Comment ça s'appelait le truc ? Bon, c'était le circuit de compète de bloc. En fait, c'est un dieu de l'escalade. Maintenant, je sais pas ce qu'il fait maintenant. Bon, bref. Et il m'avait dit, la question... Ce qu'il faut, c'est comprendre la question et répondre à la question. C'était appliqué, tu vois, à l'escalade, en fait, la compétition en bloc, c'est du 4 minutes. Donc, il faut s'entraîner dans du 4 minutes. Ça sert à rien d'être un monstre en traction ou même d'être un monstre en bloc après travail parce que tu as 4 minutes. Donc, globalement, tu as 3 essais. Donc, évidemment, c'était très appliqué. Mais tu le généralises partout, en fait. Quoi qu'il arrive, quoi que tu veuilles faire, la première phase, c'est de vraiment comprendre quelle est la question. Je trouve ça hyper chouette. Ouais, je crois que tu es un peu complètement biaisé à chaque fois que je dis un truc, mais... Non, mais souvent, on entend des trucs hyper inspirationnels et machin et tout. Et là, c'est du concret. C'est un... Je sais pas pourquoi c'est ça qui m'est sorti de la tête. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux en dire une autre ou celle-là Oh là, te plaît bien ? Non, je vais m'arrêter là. Okay. Bah écoute, merci Caro. Merci Coralie de toutes ces questions. Vraiment deep. Voilà. Je vais finir sur un bel anglicisme encore, nul. Mais quand je t'ai dit, est-ce que tu veux faire le thème mental, je t'ai dit aussi, ce sera des questions un peu deep. Ouais, bah on est bien rentré, on a bien les creusés dans mon cerveau là. Ok. Et ben pour les auditeurs qui ont réussi à tenir les 2 heures, je crois que c'est le record. On n'a jamais fait 2 heures de podcast. Je sais pas, James, c'est peut-être 2 heures aussi. Hein. Ouais, mais comme c'est le premier, je sais pas s'il y a grand monde qui l'a entendu. Ouais. Et ben bravo, désolé et merci. Moi, je dirais pas désolé parce que j'adore écouter des podcasts de 2 heures. C'est ma passion. Alors cet épisode est maintenant terminé, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et si tu es arrivé là, on imagine que notre échange avec Caro t'a particulièrement plu. Alors n'hésite pas à suivre le podcast pour ne manquer aucun épisode, on est présente sur toutes les plateformes d'écoute. Tu peux aussi t'abonner à notre compte Instagram, Altitude Podcast. Et avant de se quitter, on te rappelle que l'on a nourri les notes de l'épisode de toutes les références que l'on vient de citer, ainsi que de quelques recommandations pour aller plus loin. À très vite.